Le 15 août 1977, un radiotélescope de l'Ohio a détecté le plus puissant signal jamais enregistré en provenance de l'espace lointain. Pendant 72 secondes, quelque chose, là-haut, a émis une puissante émission en notre direction, utilisant la fréquence exacte que l'on emploierait pour communiquer à travers la galaxie. L'astronome qui l'a découvert était si stupéfait qu'il n'a écrit qu'un seul mot sur le relevé imprimé, « Wow ». Pendant 48 ans, nous n'avons eu aucune idée de sa provenance, jusqu'à hier. L'astrophysicien de Harvard, Avi Loeb, vient de publier des calculs qui vont vous glacer le sang. Ce jour précis d'août 1977, un objet se trouvait à 600 unités astronomiques, pointé directement vers la Terre. Cet objet traverse actuellement notre système solaire à une vitesse de 60 km par seconde. Nous l'appelons 3i divisé par Atlas, et il est plus grand que Manhattan. Les mathématiques ne mentent pas. La probabilité qu'il s'agisse d'une coïncidence est de 0,6%. Cela signifie qu'il y a 99,4% de chances que 3i divisé par Atlas ait envoyé ce signal. Mais c'est ici que cela devient terrifiant. Cette chose ne se comporte comme aucune comète que nous ayons jamais vue. Elle émet du nickel pur, sans fer, un phénomène qui ne se produit que dans la fabrication industrielle. Elle possède des phares pointant vers l'avant au lieu d'une queue. Elle est parfaitement alignée pour passer près de Mars, Vénus et Jupiter. Et dans 29 jours, le 29 octobre, elle va disparaître derrière le Soleil, où nous ne pourrons pas voir ce qu'elle fera ensuite. Les scientifiques s'écharpent à ce sujet dans la rue. La NASA affirme qu'il ne s'agit que d'une comète, mais elle ne peut pas expliquer le nickel. Elle ne peut pas expliquer la trajectoire. Elle ne peut pas expliquer pourquoi cet objet s'est annoncé il y a 48 ans avec une transmission digne d'un réacteur nucléaire. Le temps est compté. Nous avons moins d'un mois avant que 3i divisé par Atlas ne devienne inobservable. Et si Avi Loeb a raison sur ce qui va se passer ensuite, tout va changer. C'est l'histoire qu'ils ne veulent pas que vous entendiez. Si cela vous captive comme ça m'a captivé, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous, car nous allons plonger au cœur du sujet. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez, quelle heure il est chez vous et la chose la plus étrange qui vous soit jamais arrivée. Chapitre 1. Le signal de 3i divisé par Atlas, la résolution d'un mystère de 48 ans. Laissez-moi vous expliquer en détail ce qu'Avi Loeb a découvert. Car lorsque vous verrez les chiffres, lorsque vous comprendrez la géométrie de ce qui s'est passé en 1977, vous réaliserez que nous n'avons pas affaire à une coïncidence cosmique. Nous avons affaire à quelque chose qui défie tous nos modèles de probabilité. Le 29 septembre 2025, c'est la date à laquelle Loeb a publié ses calculs. Le moment est crucial, car 3i divisé par Atlas approche rapidement. Et ce qu'il a révélé dans cet article relie deux des événements les plus mystérieux de l'histoire de l'astronomie. Le signal WOW et ce visiteur interstellaire ne sont pas des mystères distincts. Ils sont le même mystère, séparés par 48 ans et des centaines de milliards de kilomètres. Voici ce que Jerry Ehman a vu cette nuit d'août. Le radiotélescope Big Sur de l'Université d'État de l'Ohio balayait le ciel, faisant ce qu'il a toujours fait, écouter les motifs dans le bruit cosmique. À côté de la séquence, il a écrit « Wow » avec un point d'exclamation. Cette note en marge est devenue son nom, le signal « Wow ». Et pendant près de 5 décennies, il est resté inexpliqué. Le signal a duré exactement 72 secondes. Ce n'est pas un hasard, c'est le temps que met la rotation de la Terre pour faire passer un point fixe de l'espace dans le champ de vision du télescope Big Sur. Quelle que soit la source de ce signal, elle ne bougeait pas. Elle se trouvait à un emplacement spécifique dans le ciel, émettant à 1420 MHz, la fréquence de l'hydrogène neutre, l'élément le plus abondant de l'univers. Si vous vouliez envoyer un signal que n'importe quelle civilisation reconnaîtrait comme artificiel, vous utiliseriez cette fréquence. C'est la carte de visite cosmique. Mais voici ce qui le rendait impossible à expliquer, le signal ne s'est jamais répété. Ils ont pointé tous les télescopes disponibles vers ce même point du Sagittaire. Rien. Le silence. Pendant 48 ans, les astronomes ont vérifié cet emplacement. À chaque fois, rien. C'était comme si quelque chose, là-haut, avait dit bonjour une seule fois, puis s'était tu pour toujours, jusqu'à ce qu'Avi Loeb fasse les calculs. Loeb n'est pas une personne marginale. Il est le professeur de sciences Frank B. Baird, Jr., à l'université Harvard, ancien directeur du département d'astronomie, ancien président du conseil de physique et d'astronomie des académies nationales. Il a publié plus de 900 articles. Ce n'est pas un théoricien du complot travaillant depuis une cave. Il est l'établissement de l'astronomie, ou du moins il l'était jusqu'à ce qu'il commence à poser des questions qui mettaient ses collègues mal à l'aise. La question qu'il a posée à propos de 3i divisé par Atlas était simple. Où se trouvait cet objet en août 1977 ?
3i divisé par Atlas se déplace sur une orbite hyperbolique. Cela signifie qu'il n'est pas lié à notre Soleil. Il est venu de l'espace interstellaire, il traverse notre système solaire et il repartira pour ne plus jamais revenir. Parce que son orbite est hyperbolique, nous pouvons calculer sa position à n'importe quel moment, passé ou futur, avec une précision extraordinaire. Les mathématiques sont claires. Les équations gravitationnelles ne mentent pas. Loeb a retracé l'orbite à rebours. Le 15 août 1977, 3i divisé par Atlas se trouvait à environ 600 unités astronomiques de la Terre. Une unité astronomique est la distance de la Terre au Soleil, soit environ 150 millions de kilomètres. 600 unités astronomiques, c'est 600 fois cette distance. Il était loin, dans le système solaire externe, naviguant dans l'obscurité, au-delà de l'orbite de Neptune, au-delà de Pluton, dans cette vaste zone vide où la lumière du Soleil n'est qu'une étoile parmi d'autres. Mais la distance n'est pas la partie choquante. La partie choquante, c'est la direction. Le signal WOW provenait des coordonnées célestes d'ascension droite 19h25, ce qui équivaut à 291 degrés, et de déclinaison négatif 27 degrés. Ces chiffres désignent une direction spécifique dans l'espace, comme la latitude et la longitude, mais pour la sphère céleste. Le 12 août 1977, 3 jours avant la détection du signal WOW, 3i divisé par Atlas, était situé à une ascension droite de 19h40, soit 295 degrés, et une déclinaison de négatif 10 à 9 degrés. Prenez un instant pour y réfléchir. Le signal venait de 291 degrés d'ascension droite, négatif 27 degrés de déclinaison. 3i divisé par Atlas était à 295 degrés d'ascension droite, négatif 10 à 9 degrés de déclinaison. Cela représente une séparation d'environ 4 degrés en ascension droite et 8 degrés en déclinaison. 4 degrés, 8 degrés, à l'échelle du ciel entier, ce n'est rien. Le ciel complet fait 360 degrés de circonférence et 180 degrés d'un pôle à l'autre. Nous parlons d'un alignement où le signal et l'objet étaient séparés par moins de 10 degrés dans une sphère de dizaines de milliers de degrés carrés. Loeb a calculé la probabilité. Si vous choisissez 2 directions aléatoires dans le ciel, quelles sont les chances qu'elles soient alignées avec une telle marge? La réponse est 0, 6%, soit moins d'une chance sur 160. Autrement dit, il y a une probabilité de 99, 4% que ce ne soit pas une coïncidence. Pensez à ce que cela signifie. Un objet interstellaire, voyageant pendant des millions ou des milliards d'années à travers la galaxie, se trouve par hasard à quelques degrés de l'endroit exact où l'humanité a détecté son seul candidat confirmé pour un signal extraterrestre. Et il s'y trouvait au moment précis où le signal a été envoyé. Mais Loeb ne s'est pas arrêté là. Il voulait savoir quel type d'émetteur pouvait produire le signal WOW depuis une distance de 600 unités astronomiques. L'intensité détectée du signal WOW se situait dans la plage de 5, 4 à 20 et 1, 2 Janskis. Un Jansky est une unité de densité de flux spectral utilisée en radioastronomie. À la distance de 600 unités astronomiques, pour produire une telle intensité sur Terre, la source aurait eu besoin d'une puissance de sortie de 0, 5 à 2 gigawatts. 2 gigawatts, c'est la production d'une grande centrale nucléaire. C'est plus de puissance que le barrage Hoover ne génère. Et elle émettait à une fréquence très spécifique, l'arrêt de l'hydrogène, dans une direction très précise, vers la Terre. Les sources astrophysiques naturelles ne font pas cela. Les pulsars émettent sur une large gamme de fréquences. Les quasars, pareil. Les magnétars, pareil. Les sources radio naturelles sont désordonnées, à large bande, chaotiques. Le signal WOW était à bande étroite, cohérent et ciblé. Il avait toutes les caractéristiques d'une transmission artificielle. Maintenant, nous savons d'où il venait, ou du moins nous savons où quelque chose se trouvait quand il a été envoyé. Le signal présentait également un décalage vers le bleu d'environ 10 km par seconde. Le décalage vers le bleu signifie que la source se déplaçait vers nous. L'effet Doppler décale la lumière et les ondes radio vers des longueurs d'onde plus courtes lorsque la source se rapproche de vous. Le signal WOW montrait un décalage vers le bleu cohérent avec un objet s'approchant à 10 km par seconde. 3i divisé par Atlas s'approche du Soleil à environ 60 km par seconde. Le décalage vers le bleu est plus faible que prévu, mais il est dans le même ordre de grandeur. Loeb le note dans son article. Les vitesses ne sont pas identiques, mais elles sont suffisamment cohérentes pour ne pas exclure la connexion. Voici donc ce que nous avons. Un objet voyageant à travers l'espace interstellaire depuis des éons arrive dans le système solaire externe dans les années 1970 et transmet un puissant signal à bande étroite à la fréquence de l'hydrogène dirigé vers la Terre. Puis il se tait. Pendant 48 ans, il navigue vers l'intérieur,
plus profondément dans le système solaire, non détecté par nos télescopes car il est trop loin et trop faible, jusqu'au 1er juillet 2025, lorsque le relevé Atlas au Chili détecte un objet se déplaçant rapidement et réalise qu'il n'orbite pas autour du Soleil. Il ne fait que passer. Et quand il retrace son origine, il vient du Sagittaire, la même région du ciel d'où provenait le signal WOW. Chaque fois que vous ajoutez une nouvelle couche, la coïncidence devient plus improbable. Trajectoire de la même région. Timing, décalage vers le bleu, puissance requise cohérente avec une source artificielle. L'alignement. Chacun de ces éléments, pris isolément, pourrait peu être écarté. Mais ensemble. C'est là que les détracteurs de l'OEB ont un problème, car on ne peut pas balayer cela d'un revers de la main. On ne peut pas dire que c'est juste une comète et espérer que les gens arrêtent de poser des questions. Les mathématiques sont publiques. Les données orbitales sont publiques. N'importe qui peut vérifier ces calculs, et quand vous le faites, vous obtenez la même réponse. Soit c'est la coïncidence la plus extraordinaire de l'histoire de l'astronomie, soit 3i divisé par Atlas s'est annoncé à nous en 1977 et nous ne le réalisons que maintenant. Mais si ce n'est pas une coïncidence, si cet objet a vraiment envoyé ce signal, alors nous devons poser la question suivante. Pourquoi? Pourquoi s'annoncer pour ensuite se taire? Pourquoi émettre une seule fois et jamais plus? Quel est le but d'une salutation à laquelle on ne donne jamais suite? À moins que le signal ne soit pas une salutation, à moins que ce ne soit autre chose, une balise, un avertissement, un test pour voir si quelqu'un écoutait. Ou peut être que le signal ne nous était pas du tout destiné. Peut être que nous nous trouvions simplement sur le chemin d'une transmission visant autre chose, quelque chose de plus proche, quelque chose déjà présent dans notre système solaire. Cette pensée devrait vous troubler profondément, car si 3i divisé par Atlas communiquait avec autre chose, cela signifie qu'il n'est pas seul. Et s'il n'est pas seul, alors la question change entièrement. Nous cessons de nous demander si nous sommes visités et commençons à nous demander depuis combien de temps ils sont là, à observer, à attendre, opérant dans les interstices de notre conscience. Chapitre 2. 5 anomalies impossibles qui crient à l'artificiel. Nous devons comprendre ce que 3i divisé par Atlas fait en ce moment, car son comportement n'est pas normal. Il ne se comporte pas comme une comète. Il ne se comporte pas comme un astéroïde. Il se comporte comme quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant. Et plus nous regardons de près, plus cela devient étrange. 5 anomalies. C'est ce que compte Avi Loeb. 5 caractéristiques distinctes qui, individuellement, sont improbables. Combinées, elles sont statistiquement impossibles pour un objet naturel aléatoire. Quand les scientifiques parlent d'anomalies, ils désignent des écarts par rapport à ce que nous attendons sur la base de nos modèles et de nos observations. Une anomalie, vous enquêtez. 2 anomalies, vous commencez à poser des questions. 5 anomalies, c'est là que soit vous réécrivez les manuels, soit vous admettez qu'il manque quelque chose de fondamental à votre modèle. Anomalie numéro 1, la trajectoire. 3i divisé par Atlas est sur une orbite rétrograde. Cela signifie qu'il se déplace dans la direction opposée à celle de l'orbite des planètes autour du Soleil. La plupart des objets du système solaire orbitent dans la même direction, car ils se sont formés à partir du même disque de gaz et de poussière en rotation. Les orbites rétrogrades sont rares, mais pas impossibles. Les comètes du nuage de Oort peuvent arriver sous n'importe quel angle. Donc, une orbite rétrograde seule n'est pas choquante. Ce qui est choquant, c'est la précision avec laquelle cette orbite rétrograde s'aligne sur le plan de l'écliptique. Le plan de l'écliptique est le disque plat dans lequel les planètes orbitent. La Terre, Mars, Vénus, Jupiter, Saturne, toutes orbitent à quelques degrés près dans le même plan. C'est comme une piste de course cosmique, et tout le monde reste dans sa voie. 3i divisé par Atlas se déplace en sens inverse sur cette piste, mais il reste dans la voie. Son inclinaison orbitale, l'angle entre son orbite et le plan de l'écliptique, n'est que d'environ 5 degrés. 5 degrés, pour un objet venant de l'espace interstellaire, c'est un alignement absurdement parfait. Si les objets interstellaires arrivaient de directions aléatoires, on s'attendrait à ce qu'ils viennent sous n'importe quel angle. La majeure partie du ciel n'est pas alignée avec l'écliptique. La probabilité qu'une trajectoire interstellaire aléatoire s'aligne avec le plan de l'écliptique à moins de 5 degrés est d'environ 1 sur 500. 1 sur 500. Nous sommes déjà dans le domaine de l'improbable. Anomalie numéro 2. Le timing. 3i divisé par Atlas n'est pas seulement aligné avec l'écliptique. Il arrive à un moment où il passera près de plusieurs planètes. Près, en termes astronomiques, signifie à quelques dizaines de millions de kilomètres. Le 3 octobre 2025, dans quelques jours seulement, 3i divisé par Atlas passera à moins de 29 millions de kilomètres de Mars. C'est proche, assez proche pour que les caméras des engins spatiaux en orbite autour de Mars puissent l'imager en détail. Mais Mars n'est pas la seule rencontre rapprochée.
La trajectoire amène également 3i divisé par Atlas près de Vénus et de Jupiter. Pas en même temps, car les planètes sont réparties le long de leurs orbites. Mais l'orbite de 3i divisée par Atlas est telle qu'elle croise à proximité des orbites de ces trois planètes. Si vous prenez la trajectoire orbitale de 3i divisée par Atlas et que vous rendez aléatoire le moment où il entre dans le système solaire, en gardant la même trajectoire, mais en changeant son heure d'arrivée, la probabilité qu'il passe aussi près qu'il le fait de Mars, Vénus et Jupiter est d'environ 1 sur 20 000. 1 sur 20 000. Maintenant, nous empilons les improbabilités. 1 sur 500 pour l'alignement de la trajectoire, 1 sur 20 000 pour le timing. Multipliez-les et vous approchez d'une chance sur 10 millions que ce soit aléatoire. Mais nous n'avons pas fini. Anomalie numéro 3, la disparition. 3i divisé par Atlas atteindra son périhélie, son point le plus proche du Soleil, le 29 octobre 2025. Le périhélie est normalement le moment le plus intéressant pour une comète, car c'est là qu'elle est la plus active, chauffée par le Soleil, crachant gaz et poussière, offrant un spectacle. Pour 3i divisé par Atlas, le périhélie se produit à une distance d'environ 4 unités astronomiques, juste à l'intérieur de l'orbite de Mars. C'est assez proche pour bien voir, sauf que nous ne pourrons pas le voir, car le 29 octobre, 3i divisé par Atlas sera du côté opposé du Soleil par rapport à la Terre. Le Soleil sera directement entre nous et l'objet. Nous n'aurons aucune ligne de vue pendant plusieurs semaines autour du périhélie. 3i divisé par Atlas sera caché de tous les télescopes sur Terre et de tous les engins spatiaux dans le système solaire interne. C'est le moment idéal pour faire quelque chose de discret. Si vous étiez un vaisseau spatial interstellaire et que vous vouliez changer de trajectoire sans être observé, le périhélie serait le moment de le faire. Une poussée au périhélie, en utilisant la gravité du Soleil pour amplifier votre poussée dans une manœuvre appelée effet Aubert, est le moyen le plus efficace de changer votre vitesse. Vous obtenez plus de changements de vitesse pour la même quantité de carburant, car vous êtes profondément dans le puits de gravité du Soleil lorsque vous allumez vos moteurs. Si 3i divisé par Atlas manœuvre derrière le Soleil, nous ne le saurons pas avant sa réapparition en décembre. Et d'ici là, s'il a changé de cap, il pourrait se diriger n'importe où. Ce timing semble délibéré. Un objet voyageant pendant des millions d'années chronomètre soudainement son approche la plus proche du Soleil pour coïncider avec le moment où il est caché de la Terre. Peut être-ce une coïncidence ou peut être que quelqu'un l'a planifié ainsi. Anomalie numéro 4, l'anti-queue. Les comètes ont des queues, tout le monde le sait. La queue pointe à l'opposé du Soleil car le vent solaire et la pression de radiation poussent le gaz et la poussière vers l'extérieur. La queue pointe toujours à l'opposé du Soleil, comme une manche à air dans une brise cosmique. C'est de la physique cométaire de base, observée depuis des siècles, totalement routinière. 3i divisé par Atlas n'a pas une queue normale, il a autre chose. Le 21 juillet 2025, le télescope spatial Hubble a capturé une image de 3i divisé par Atlas. L'image montre un cocon de poussière en forme de larme entourant le noyau, mais le cocon n'est pas symétrique. Il y a plus de matière devant l'objet, face au Soleil, que derrière lui. La poussière brille devant le noyau, comme des phares. C'est à l'envers. C'est anormal. La poussière devrait traîner derrière. La pression de radiation devrait la pousser loin du Soleil, créant une queue qui s'écoule le long de l'orbite. Mais au lieu de cela, il y a une lueur à l'avant, comme si l'objet était illuminé de l'intérieur, comme s'il émettait quelque chose vers l'avant. Loeb suggère une explication. Si le noyau ne tourne pas, s'il garde toujours la même face pointée vers le Soleil, alors le côté jour serait perpétuellement chaud et le côté nuit perpétuellement froid. La glace du côté jour se sublimerait, passant directement de l'état solide à gazeux, et ce gaz emporterait des particules de poussière avec lui. Si le noyau ne tourne pas, ce dégazage ne se produirait que sur la face avant, celle tournée vers le Soleil, créant une lueur frontale au lieu d'une queue arrière. Mais cette explication exige que le noyau soit en rotation synchrone, comme la Lune l'est avec la Terre, montrant toujours la même face. La rotation synchrone se produit lorsqu'un objet orbite près d'un corps beaucoup plus grand pendant longtemps. Les forces de marée du corps plus grand ralentissent la rotation de l'objet plus petit jusqu'à ce qu'elle corresponde à sa période orbitale. Mais 3i divisé par Atlas n'orbite autour de rien. Il ne fait que passer. Il n'y a pas eu de temps pour la rotation synchrone. Alors pourquoi aurait-il cessé de tourner, à moins qu'il n'ait été conçu ainsi? À moins que l'objet ne maintienne délibérément une orientation fixe, gardant un côté pointé vers le Soleil, parce que ce côté a quelque chose dessus. Des panneaux solaires, peut être, ou des capteurs, ou un émetteur. La lueur elle-même est une autre énigme. L'image de Hubble ne montre aucune queue proéminente s'étendant vers l'arrière. Pour une comète déjà active à plus de 4 unités astronomiques du Soleil, on s'attendrait à une traînée de poussière significative à ce stade. Mais elle n'est pas là, ou du moins elle est beaucoup plus faible que prévu. La lueur est concentrée autour et devant le noyau,
pas entraîné derrière lui. Cela ne correspond pas au modèle cométaire. Cela correspond à autre chose. Anomalie numéro 5, le problème de la masse. Le 25 septembre 2025, Avi Loeb a publié un autre article avec Richard Cloet et Peter Veresh. Celui-ci analysait la trajectoire de 3i divisée par Atlas avec une précision extrême, en utilisant les données de 227 observatoires du monde entier. Plus de 4000 observations collectées entre le 15 mai et le 23 septembre, il cherchait une accélération non gravitationnelle. L'accélération non gravitationnelle est ce qui se produit lorsqu'une comète éjecte du gaz. Le gaz s'échappe du noyau et, comme une minuscule fusée, il pousse la comète légèrement hors de la trajectoire qu'elle suivrait sous l'effet de la seule gravité. C'est courant pour les comètes. Vous mesurez la position au fil du temps, la comparez à l'orbite gravitationnelle prédite, et l'écart vous indique la poussée produite par le dégazage. 3i dividido por Atlas per de la masse. Le télescope spatial James Webb l'a mesuré, environ 150 kg par seconde de gaz s'échappant dans l'espace. C'est une lance à incendie de matière se déversant de la surface. Avec une telle perte de masse, on s'attend à une accélération non gravitationnelle mesurable. Les jets devraient pousser le noyau, provoquant de petites déviations dans son orbite. Loeb et ses collègues n'ont trouvé aucune déviation. Zéro. L'orbite de 3i divisée par Atlas suit la pure gravité newtonienne, dans les limites de la précision de mesure. Malgré la perte de 150 kg par seconde, l'objet n'accélère pas. Cela ne signifie qu'une chose, il est trop massif pour que les jets le déplacent. La poussée du dégazage est négligeable par rapport à l'inertie du noyau. Quand vous faites le calcul, en utilisant le taux de perte de masse mesuré et la limite supérieure de l'accélération, vous obtenez une masse minimale pour 3i divisée par Atlas, au moins 33 milliards de tonnes. 33 milliards de tonnes. C'est la masse d'une montagne. Pour de la roche ou de la glace de densité solide, cela implique un diamètre d'au moins 5 km. 5000 mètres. Si 3i divisé par Atlas est un objet solide de 5 km de diamètre, il est énorme, bien plus grand que les visiteurs interstellaires précédents. Uni Oumuamua, le premier objet interstellaire découvert en 2017, était estimé à quelques centaines de mètres de long. 2i divisé par Borisov, la comète interstellaire découverte en 2019, avait un noyau d'environ un demi-kilomètre de diamètre. 3i divisé par Atlas est d'un ordre de grandeur supérieur, 10 fois le diamètre, 1000 fois le volume, 1000 fois la masse. Mais voici le problème statistique. Les petits objets sont beaucoup plus courants que les grands. Dans la ceinture d'astéroïdes, dans la ceinture de Kuiper, dans l'espace interstellaire, la distribution des tailles suit une loi de puissance. Pour chaque gros rocher, il y a des milliers de rochers plus petits. Nous avons détecté 3 objets interstellaires. 2 étaient petits. Maintenant, soudainement, le 3e fait 5 km ou plus. C'est à l'envers. Nous aurions dû trouver des centaines ou des milliers d'objets interstellaires plus petits avant d'en trouver un aussi gros. La probabilité de détecter un objet de 5 km dans un échantillon de 3 est astronomiquement faible, à moins que 3i divisé par Atlas ne soit pas un rocher aléatoire, à moins que sa taille ne soit pas une coïncidence, à moins qu'il ne soit grand parce qu'il a été conçu pour être grand, parce qu'il doit transporter quelque chose, parce qu'il a un but qui exige de la masse et de la structure. Empilez les 5 anomalies. L'alignement écliptique, 1 sur 500. Le timing des rencontres planétaires, 1 sur 20 000. Le timing du périhélie qui le cache de l'observation au moment critique. La lueur frontale qui défie la physique cométaire. La masse anormale qui défie les attentes statistiques. Chacune seule est improbable. Ensemble, elles forment un motif. Et les motifs sont ce que nous cherchons lorsque nous recherchons l'intelligence. Pensez à traverser une rue. S'il y a 40% de chances qu'une voiture vous heurte, vous surveillez cette voiture. Vous ne présumez pas que tout va bien. Vous faites attention. C'est là que nous en sommes avec 3i divisé par Atlas. Les anomalies s'accumulent. Les probabilités s'empilent contre les explications naturelles. Et nous sommes sur le point d'avoir notre vue la plus proche à ce jour. Dans quelques jours, les caméras sur Mars captureront des images avec une résolution 100 fois meilleure que tout ce que nous avons vu. Nous verrons enfin le noyau séparé du nuage de poussière. Nous saurons s'il fait 5 km de diamètre ou s'il s'agit de toute autre chose. Et cette connaissance pourrait changer tout ce que nous pensions comprendre de ce qui est possible. Chapitre 3. La signature chimique de la technologie. Quand vous étudiez une comète, vous apprenez de quoi elle est faite en analysant la lumière qu'elle émet et réfléchit. La spectroscopie. Vous décomposez la lumière en un spectre, comme un arc-en-ciel, et vous cherchez des raies d'absorption sombre ou des raies d'émission brillantes à des longueurs d'onde spécifiques. Chaque élément chimique et chaque molécule a une empreinte unique. Le sodium brille en jaune, l'hydrogène émet en rouge, l'eau montre des bandes infrarouges spécifiques,
En mesurant quelles longueurs d'onde sont présentes et lesquelles sont absentes, vous pouvez déduire la composition. Les comètes sont faites de glace et de roches, principalement de la glace d'eau avec un peu de dioxyde de carbone, de monoxyde de carbone, de méthane, d'ammoniac et des grains de poussière faits de silicates et de composés organiques. Lorsqu'une comète s'approche du Soleil et se réchauffe, ces glaces se sublimant, passant directement de l'état solide à gazeux sans fondre. Le gaz s'échappe, emportant de la poussière avec lui, formant la chevelure et la queue. En analysant le spectre de ce gaz et de cette poussière, nous apprenons de quoi la comète est faite. 3i, divisé par Atlas, a été observé par plusieurs télescopes depuis sa découverte. Hubble l'a imagé en lumière visible. Le JWST l'a observé en infrarouge. Le Very Large Telescope au Chili a capturé des spectres montrant des raies d'émission de molécules spécifiques. Le télescope spatial SPHEREX de la NASA a mesuré sa luminosité à plusieurs longueurs d'onde infrarouges. Chaque observation a ajouté une nouvelle pièce au puzzle, et le puzzle ne correspond pas. Commençons par la composition du gaz. Le télescope spatial James Webb a observé 3i divisé par Atlas le 6 août 2025 en utilisant son spectrographe proche infrarouge. Le JWST est extraordinairement sensible. Il peut détecter de faibles signatures moléculaires que d'autres télescopes manquent. Le spectre a révélé du dioxyde de carbone, de l'eau, du monoxyde de carbone et du sulfure de carbonyle. Ce sont tous des composants attendus dans les comètes, mais les ratios étaient anormaux. 95% de dioxyde de carbone, 5% d'eau, des traces de monoxyde de carbone et de sulfure de carbonyle. C'est l'opposé de ce que l'on trouve dans les comètes du système solaire, qui sont généralement riches en eau. L'eau est le composé volatile le plus abondant dans les comètes. C'est logique, car la glace d'eau est commune dans les régions froides externes des systèmes planétaires où les comètes se forment. Le dioxyde de carbone est présent, mais généralement en tant que composant mineur. Une comète typique pourrait être composée de 80% d'eau, 10% de dioxyde de carbone, 10% d'autres substances. 3i divisé par Atlas est à 95% de dioxyde de carbone et seulement 5% d'eau. C'est inversé, à l'envers, comme trouver un humain dont le corps serait composé à 95% d'os et à 5% d'eau. C'est chimiquement bizarre. Stéphanie Milam, une astrochimiste au Goddard Space Flight Center de la NASA, qui a travaillé sur les observations du JWST, a suggéré que la surface de 3i divisée par Atlas aurait pu être altérée par les rayons cosmiques lors de son long voyage à travers l'espace interstellaire. Les rayons cosmiques sont des particules de haute énergie, principalement des protons, qui traversent la galaxie à une vitesse proche de celle de la lumière. Lorsqu'ils frappent la glace, ils peuvent briser des liaisons chimiques et créer de nouvelles molécules. Sur des millions ou des milliards d'années, ce rayonnement pourrait cuire la surface, convertissant une partie de la glace d'eau en dioxyde de carbone et autres composés. Milam a appelé cela une croûte cuite. C'est une hypothèse raisonnable, mais elle pose des problèmes. Premièrement, le bombardement par les rayons cosmiques affecte la surface, pas l'intérieur. Lorsque la comète commence à dégazer, on s'attendrait à ce que la couche de surface soit rapidement soufflée, exposant de la glace intérieure fraîche qui n'a pas été cuite. Le spectre devrait évoluer avec le temps, commençant riche en dioxyde de carbone et devenant riche en eau à mesure que la surface s'érode. Mais 3i divisé par Atlas est actif depuis des mois et le spectre est toujours dominé par le dioxyde de carbone. En fait, la production de dioxyde de carbone augmente à mesure qu'il se rapproche du Soleil. Deuxièmement, d'autres objets interstellaires n'ont pas montré cela. 2i divisé par Borisov, la précédente comète interstellaire, avait une composition similaire à celle des comètes du système solaire, riche en eau avec des ratios normaux d'autres substances volatiles. Si la cuisson par les rayons cosmiques est un processus universel pour les objets interstellaires, pourquoi Borisov semble-t-il normal et 3i divisé par Atlas étrange? L'ampleur de l'effet, 95% de dioxyde de carbone, est extrême. Convertir autant de glace d'eau en dioxyde de carbone nécessite un rayonnement intense sur une longue période. Et même dans ce cas, on s'attendrait à un mélange de produits, pas seulement du dioxyde de carbone. La chimie ne colle pas tout à fait, donc peut être que la surface a été cuite par les rayons cosmiques. Ou peut être que 3i divisé par Atlas s'est formé dans un système planétaire où la glace de dioxyde de carbone était plus abondante que la glace d'eau. Cela pourrait se produire dans certaines zones de température d'un disque protoplanétaire. Mais c'est inhabituel. L'eau est commune car l'oxygène est commun et l'hydrogène est l'élément le plus abondant. Pour obtenir une comète riche en dioxyde de carbone, il faut des conditions spéciales. Pas impossible, mais pas courant non plus. Ou peut être que le dioxyde de carbone ne provient pas du dégazage de la glace. Peut être qu'il est produit par un autre processus. Des réactions chimiques, la décomposition de matière organique
ou quelque chose d'artificiel, un propergol, peut être. Le dioxyde de carbone est utilisé comme propergol dans les propulseurs de vaisseaux spatiaux. Il est stable, facile à stocker et fournit une poussée décente. Si 3i divisé par Atlas était un vaisseau spatial, l'éjection de dioxyde de carbone serait un moyen de manœuvrer sans produire un échappement de fusée brillant et évident. C'est spéculatif. Je n'affirme pas que c'est vrai. Je souligne que la dominance du dioxyde de carbone est anormale et que les explications que nous avons ne sont pas entièrement satisfaisantes. Gardez cela à l'esprit alors que nous ajoutons d'autres anomalies. Maintenant, parlons du nickel. Le 25 août 2025, le Very Large Telescope au Chili a observé 3i divisé par Atlas en utilisant son spectrographe UVES. UVES signifie Ultraviolet and Visual Echelle Spectrograph, un instrument à haute résolution capable de résoudre de fins détails dans le spectre. L'équipe dirigée par Rohan Rahatgaonkar et Thomas Puzia a détecté des raies d'émission d'atomes de nickel dans la chevelure. 22 raies spectrales distinctes, toutes cohérentes avec du nickel neutre fluorescent sous la lumière ultraviolette solaire. Le nickel était définitivement là. Le nickel dans les comètes n'est pas choquant. Les comètes contiennent des grains de poussière faits de matériaux rocheux, métalliques. Lorsque ces grains sont chauffés, soit par la lumière du soleil, soit par des collisions dans la chevelure, ils peuvent libérer des atomes de divers éléments. Le nickel en fait partie. Il a été détecté dans d'autres comètes. Sodium, fer, magnésium, calcium, nickel, tous apparaissent dans les spectres cométaires quand on regarde attentivement. Ce qui est choquant, c'est que le Very Large Telescope a détecté du nickel, mais pas de fer. Le fer est habituellement détecté aux côtés du nickel, car ils sont chimiquement similaires et se forment ensemble lors de la nucléosynthèse stellaire. Lorsqu'une étoile massive explose en supernova, l'explosion crée à la fois du nickel et du fer en quantité à peu près similaire. Le système solaire, et vraisemblablement d'autres systèmes planétaires, héritent de ce ratio. La matière rocheuse, que ce soit dans les planètes, les astéroïdes ou les comètes, contient à la fois du nickel et du fer. Chaque comète jamais étudiée en détail montre du fer et du nickel ensemble. Parfois le fer est plus proéminent, parfois le nickel, mais les deux sont présents. Le ratio varie, mais l'association est universelle. Le nickel sans fer est du jamais vu dans les objets spatiaux naturels. Sauftans 3i geteilt durch Atlas. Le spectre du VLT montre une forte émission de nickel et aucune émission de fer détectable. Les raies de fer qui devraient être là sont absentes. L'équipe a vérifié attentivement. Ils ont cherché des raies de fer à plusieurs longueurs d'onde. Rien. Les limites supérieures sont suffisamment strictes pour que si le fer était présent avec la même abondance que le nickel, il aurait été détecté. Il n'est pas là. Thomas Puzia, l'un des astronomes principaux, a déclaré que cela ouvre la porte à un tout nouveau monde de chimie auquel nous n'avions jamais eu accès auparavant. Il a raison, mais la question est de savoir si cette nouvelle chimie est naturelle ou artificielle. Sur Terre, le nickel sans fer est produit industriellement. Le raffinage du nickel sépare le nickel du minerai de fer en utilisant des processus chimiques. Le procédé MON, par exemple, utilise du nickel carbonyle, un composé gazeux, pour extraire du nickel pur. Le nickel carbonyle se forme lorsque le monoxyde de carbone réagit avec le nickel à des températures modérées. Le gaz est ensuite décomposé à des températures plus élevées, déposant du nickel métallique pur. C'est une technique industrielle standard. Les alliages de nickel utilisés dans l'aérospatiale et l'ingénierie sont souvent du nickel de haute pureté avec un minimum de fer. L'acier inoxydable, les composants de moteurs à réaction, les matériaux structurels de vaisseaux spatiaux, tous utilisent du nickel raffiné. Quand vous voyez du nickel sans fer, la première pensée est le traitement industriel. Avi Loeb a souligné ce point explicitement. Le nickel sans fer est une signature de la production industrielle d'alliage de nickel. C'est ce que l'on attendrait de la technologie, pas d'un rocher naturel. Et 3i divisé par Atlas déverse ce matériau à un rythme croissant. Lors de sa première détection en juillet, à environ 9 unités astronomiques du Soleil, l'émission de nickel était faible. Fin août, à environ 8 unités astronomiques, le taux de production avait été multiplié par 25. 25 fois plus de nickel en seulement un mois. Plus il se rapproche du Soleil, plus il produit de nickel. Le taux d'augmentation est également anormal. L'équipe du VLT a ajusté les données à une loi de puissance. Le taux de production de nickel évolue comme l'inverse de la distance héliocentrique élevée à la puissance d'environ 9. Distance à la puissance négative 9. C'est une dépendance extrêmement forte. À titre de comparaison, l'activité cométaire typique évolue comme la distance à la puissance négative 2 ou négative 3. Un exposant de négatif 9 signifie que l'activité augmente beaucoup plus rapidement que la normale à mesure que 3i divisé par Atlas s'approche du Soleil.
Pourquoi la production de nickel augmenterait-elle si radicalement? Une possibilité est que la surface soit stratifiée. Peut être que la couche externe est riche en nickel et pauvre en fer, et à mesure que cette couche se sublime, elle expose davantage du même matériau en dessous, provoquant la croissance de l'émission. Mais cela nécessite d'expliquer pourquoi la surface est riche en nickel en premier lieu, et cela n'explique pas l'absence de fer. Une autre possibilité, suggérée par l'équipe du VLT, est le nickel carbonyle. Si la surface contient des molécules de nickel carbonyle, ces molécules sont extrêmement volatiles. Elles se sublimant à des températures très basses, bien plus basses que la glace d'eau. Le nickel carbonyle pourrait dégazer même lorsque la comète est loin du Soleil. Et à mesure que la température augmente, le taux de production augmente rapidement. Lorsque le nickel carbonyle se décompose, il libère des atomes de nickel, qui deviennent fluorescents à la lumière du Soleil, produisant les raies d'émission observées. Le nickel carbonyle est une molécule réelle. Elle existe. Elle est utilisée dans le raffinage industriel du nickel. La question est de savoir si elle existe naturellement dans les comètes. Nous ne l'avons jamais détectée auparavant, ni dans les comètes du système solaire, ni dans l'espace interstellaire. C'est chimiquement plausible, mais sans précédent sur le plan observationnel. Et voici le point. Si le nickel carbonyle est présent dans 3i divisé par Atlas, d'où vient-il? Les composés carbonyles se forment lorsque le monoxyde de carbone réagit avec des métaux. Cette réaction nécessite généralement des conditions spécifiques température et pression qui pourraient ne pas être courantes dans l'environnement froid d'un système planétaire en formation. Ou peut-être sont-elles courantes et nous n'avons tout simplement pas regardé assez attentivement. Ensuite, il y a le changement de couleur. Début septembre, les astronomes Michael Yeager et Gerald Riemann ont capturé des images montrant que 3i divisé par Atlas était passé d'une teinte rougeâtre à une lueur verte vive. La couleur verte des comètes provient généralement de molécules de carbone diatomique ou de cyanogène. Le Very Large Telescope a détecté une forte augmentation de la production de cyanure à peu près à la même époque. Le cyanure, liaison carbone-azote, devenant fluorescente à la lumière du Soleil, produit cette lueur verte caractéristique. La production de cyanure augmente parallèlement à la production de nickel. Les deux augmentent à des rythmes extrêmes à mesure que l'objet s'approche du Soleil. Les deux montrent des signatures chimiques inhabituelles ou sans précédent. Le motif continue de se construire. Chaque nouvelle observation ajoute une autre pièce qui ne correspond pas tout à fait au modèle de comète naturelle, ou qui y correspond si mal qu'il faut invoquer des circonstances spéciales, une chimie exotique, des conditions rares, des choses que nous n'avons jamais vues auparavant. À un moment donné, il faut se demander si nous n'empilons pas trop de cas particuliers. Si l'explication la plus simple n'est pas qu'il s'agit d'une comète extrêmement étrange avec une chimie extrêmement inhabituelle, formée dans des conditions extrêmement rares, mais plutôt qu'il s'agit de toute autre chose, quelque chose qui n'a jamais été une comète au départ. Chapitre 4. L'échelle de Loeb. Quel est le niveau de danger? Quand Avi Loeb a commencé à parler de 3i divisé par Atlas comme étant potentiellement technologique, il savait qu'il avait besoin d'un cadre, d'un moyen de communiquer le niveau d'inquiétude sans crier au loup ni ignorer une menace réelle. Il a donc développé ce qu'on appelle maintenant l'échelle de Loeb, un système de classification de 0 à 10 qui mesure la probabilité et le danger potentiel que des objets interstellaires soient artificiels. 0 sur l'échelle signifie définitivement naturel. Un objet qui présente des propriétés conformes aux classes connues de comètes ou d'astéroïdes. 2i divisé par Borisov, la précédente comète interstellaire, serait classée à 0. Elle ressemblait à une comète, agissait comme une comète, avait la chimie d'une comète. Pas d'anomalie, pas de mystère, juste un rocher glacé d'un autre système stellaire de passage. 10 sur l'échelle signifie objet artificiel confirmé sur une trajectoire de collision avec la Terre qui entraînerait des conséquences catastrophiques mondiales. Ohne menace existentielle. Le genre de scénario où l'humanité devrait répondre immédiatement avec toutes les ressources disponibles, bien que la réponse puisse s'avérer futile. Entre 0 et 10, l'échelle progresse à travers des niveaux croissants d'anomalies et de menaces. Le niveau 1 capture les objets avec des écarts mineurs ou des données non concluantes. Le niveau 2 décrit des propriétés inhabituelles qui restent dans la gamme des phénomènes naturels. Le niveau 3 marque des anomalies persistantes, des caractéristiques qui défient nos modèles, mais n'exigent pas encore une explication technologique. Le niveau 4 est là où se situe 3i divisé par Atlas en ce moment, selon Loeb. Le niveau 4 signifie de multiples anomalies difficiles à expliquer naturellement. Un motif émergent qui suggère une possible origine artificielle, mais non encore confirmée. 40% de probabilité qu'il s'agisse de technologie. 60% de probabilité que ce soit naturel mais extrêmement inhabituel. Pensez-y un instant.
60%. Si vous traversiez une rue et que quelqu'un vous disait qu'il y a 40% de chances qu'une voiture vous heurte, vous ne traverseriez pas. Vous attendriez. Vous surveilleriez. Vous prendriez la menace au sérieux, même s'il est plus probable que tout aille bien. Le niveau 5 serait atteint si des preuves supplémentaires faisaient pencher la balance au-delà de 50%. Plus d'anomalies, des signatures plus fortes, des comportements qui ne peuvent être expliqués par aucun processus naturel connu. Le niveau 6 signifie que l'objet est très probablement artificiel sur la base de multiples lignes de preuves indépendantes, bien que non encore prouvées au-delà de tout doute raisonnable. Le niveau 7 est là où l'on commence à parler de technologie confirmée. L'objet a manœuvré de manière à nécessiter une propulsion. Il a transmis des signaux. Il a montré des géométries ou des comportements qui sont sans ambiguïté artificielle. Au niveau 7, le débat est terminé. Nous savons que c'est de la technologie. La question devient de quel type et que veut-elle? Le niveau 8 signifie objet artificiel confirmé qui ne pose aucun danger immédiat. Un survol peut être une sonde nous observant à distance de sécurité. Toujours une découverte monumentale, toujours un changement de monde, mais pas une menace immédiate pour la survie humaine. Le niveau 9 est atteint lorsque l'objet artificiel confirmé se trouve sur une trajectoire susceptible de causer des dommages régionaux. Un impact équivalent à une frappe nucléaire majeure. Quelque chose qui pourrait dévaster une ville ou un pays, mais pas mettre fin à la civilisation. Le niveau 10, comme mentionné, est la classification la plus élevée. Corps artificiels, confirmés sur une trajectoire de collision avec la Terre, entraînant des conséquences mondiales. L'astéroïde qui a tué les dinosaures mesurait environ 10 km de diamètre. 3i divisé par Atlas pourrait mesurer 5 km ou plus. S'il était sur une trajectoire de collision à 60 km par seconde, l'impact libérerait une énergie équivalente à des millions d'armes nucléaires. Le nuage de poussière qui en résulterait bloquerait la lumière du Soleil pendant des années. Les températures mondiales chuteraient. L'agriculture s'effondrerait. Ce serait un événement d'extinction de masse. Mais 3i divisé par Atlas n'est pas sur une trajectoire de collision avec la Terre. Sa trajectoire le maintiendra à au moins 8 unités astronomiques de nous, soit environ 270 millions de kilomètres. C'est plus loin que la distance de la Terre au Soleil. Donc, même s'il est artificiel, même s'il a des intentions hostiles, il n'est actuellement pas dirigé vers nous. Cependant, les trajectoires peuvent changer. C'est pourquoi la manœuvre au périhélie est si importante. Si 3i divisé par Atlas effectue une poussée derrière le Soleil fin octobre, il pourrait modifier sa trajectoire. Loeb et ses collègues ont calculé le changement de vitesse nécessaire pour atteindre la Terre. Un delta V de 30 à 40 km par seconde en octobre pourrait amener l'objet, ou des composants de celui-ci, jusqu'à la Terre entre fin décembre 2025 et début janvier 2026. 30 à 40 km par seconde, c'est beaucoup. C'est plus que ce que les engins spatiaux humains actuels peuvent atteindre avec des fusées chimiques. Mais ce n'est pas impossible. Des moteurs ioniques, la propulsion nucléaire thermique ou des systèmes de propulsion plus exotiques pourraient le faire. Et si 3i divisé par Atlas a voyagé pendant des millions d'années, il dispose vraisemblablement d'un système de propulsion qui lui a permis de naviguer sur des distances interstellaires. La fenêtre temporelle est cruciale. Si quelque chose arrive sur Terre fin décembre ou début janvier, nous aurions très peu de préavis. Peut être quelques semaines tout au plus, selon la réflectivité de l'objet et si nos télescopes sont pointés dans la bonne direction. Ce n'est pas assez de temps pour monter une quelconque défense. Nous n'avons pas l'infrastructure pour intercepter un objet de 5 km se déplaçant à des vitesses interstellaires. Nous avons à peine la capacité de dévier de petits astéroïdes se déplaçant beaucoup plus lentement. Donc, le niveau 4 sur l'échelle de Loeb n'est pas anodin. C'est une alerte jaune. C'est la reconnaissance que nous avons affaire à quelque chose d'anormal, quelque chose qui exige attention et observation, quelque chose qui pourrait s'aggraver si les anomalies continuent de s'accumuler. Permettez-moi maintenant de parler de l'hypothèse de la forêt sombre, car elle est pertinente à notre façon d'envisager les menaces potentielles venant de visiteurs interstellaires. L'hypothèse de la forêt sombre est une solution proposée au paradoxe de Fermi. La question de savoir pourquoi nous n'avons détecté aucun signe de civilisation extraterrestre, malgré le nombre immense d'étoiles et de planètes dans la galaxie. L'hypothèse, popularisée par l'auteur de science-fiction Liu Cixin dans son roman La forêt sombre, se formule ainsi: l'univers est comme une forêt sombre. Chaque civilisation est un chasseur se déplaçant à travers les arbres, essayant de survivre. La forêt est pleine d'autres chasseurs, mais vous ne pouvez pas les voir, et vous ne connaissez pas leurs intentions. Si vous révélez votre position en faisant du bruit, vous risquez d'être pris pour cible par un chasseur qui vous perçoit comme une menace. La logique est brutale, mais simple. Les ressources sont finies. Toute civilisation en expansion finira par entrer en compétition pour les ressources.
Si vous rencontrez une autre civilisation, vous avez deux choix, coopérer ou éliminer la menace potentielle. Mais la coopération exige la confiance, et la confiance exige la communication. Et la communication prend du temps. Les limites de la vitesse de la lumière signifient que le temps d'envoyer un message et de recevoir une réponse pourrait se compter en décennies ou en siècles. Pendant ce temps, l'autre civilisation pourrait développer des armes ou s'étendre vers votre territoire. Donc, la stratégie la plus sûre, selon ces hypothèses, est de frapper en premier. Si vous détectez une autre civilisation, vous l'éliminez avant qu'elle ne puisse devenir une menace pour vous. Cela crée un effet de sélection. Les civilisations qui se révèlent sont détruites. Les civilisations qui restent silencieuses survivent. Avec le temps, la galaxie se remplit de civilisations silencieuses et paranoïaques, chacune se cachant dans la forêt sombre, craignant de faire le moindre bruit. C'est un scénario sinistre. Il suggère que le premier contact pourrait ne pas être un échange amical de connaissances et de culture. Il pourrait s'agir d'une frappe préventive par une civilisation qui nous considère comme une menace potentielle et décide de nous neutraliser avant que nous ne devenions dangereux. L'hypothèse de la forêt sombre est-elle vraie? Nous ne le savons pas. C'est une spéculation basée sur la théorie des jeux et des hypothèses sur le comportement des civilisations avancées. Mais elle n'est pas invraisemblable. L'histoire montre que lorsque des civilisations technologiquement avancées en rencontrent de moins avancées, les résultats sont souvent catastrophiques pour ces dernières. Colonialisme, conquête, exploitation, que le schéma se répète. Si 3i divisé par Atlas est une sonde d'une civilisation avancée, quelles sont ses intentions? Est-elle ici pour observer, communiquer, évaluer si nous sommes une menace? Ou est-elle ici pour quelque chose de plus sinistre? Loeb mentionne la possibilité que 3i divisé par Atlas soit un vaisseau mère, un grand porteur qui libère des sondes plus petites en traversant le système solaire. Les sondes plus petites pourraient être envoyées pour enquêter sur les planètes, les lunes ou d'autres objets d'intérêt. Elles pourraient être des drones de reconnaissance. Elles pourraient être des armes. Nous ne le saurions pas avant leur déploiement. La trajectoire de 3i divisé par Atlas rend cela plausible. Passer près de Mars, Vénus et Jupiter signifie que de petites sondes éjectées de l'objet principal pourraient atteindre ces planètes avec une poussée additionnelle minimale. Une sonde éjectée vers Mars, lorsque 3i divisé par Atlas est au plus près, n'aurait besoin que de quelques kilomètres divisés par S de delta V pour l'intercepter. C'est réalisable avec une simple propulsion chimique. La Terre est plus compliquée, car 3i divisé par Atlas ne s'approche jamais très près de nous. Mais s'il manœuvre au périhélie, il pourrait ajuster sa trajectoire pour libérer des sondes qui atteignent la Terre. Ou il aurait déjà pu libérer des sondes il y a des mois, et nous ne le saurions pas, car nous ne pouvons pas détecter des objets de moins de 100 mètres à des distances interstellaires. C'est pourquoi Loeb plaide pour une surveillance accrue. Le projet Galileo, qu'il dirige, exploite des observatoires qui scrutent le ciel à la recherche de phénomènes anormaux non identifiés. Si 3i divisé par Atlas libère des sondes, et si ces sondes entrent dans l'atmosphère terrestre ou commencent à manœuvrer près de la Terre, les instruments du projet Galileo devraient pouvoir les détecter. Le projet compte actuellement 3 observatoires, un dans le Massachusetts, un en Pennsylvanie et un au Nevada. Ils utilisent une combinaison de caméras optiques et infrarouges, ainsi que des algorithmes pour identifier et suivre les objets qui ne suivent pas des trajectoires de vol normales. Avions, satellites, météores, tous ont des trajectoires et des caractéristiques prévisibles. Une sonde extraterrestre se démarquerait. Elle manœuvrerait de manière à défier l'aérodynamique. Elle émettrait ou réfléchirait la lumière de manière inhabituelle. Elle serait détectable, à condition que nous regardions. Mais la détection n'est que la première étape. Si nous détectons des sondes extraterrestres, que faisons-nous ensuite? Tentons-nous de communiquer? Essayons-nous d'en capturer une? La traitons-nous comme une menace et tentons-nous de la détruire? Ce sont des questions auxquelles les gouvernements et les armées devraient réfléchir. Mais pour autant que l'on sache, il n'existe aucun protocole établi pour gérer la technologie extraterrestre dans l'espace proche de la Terre. Le passage au périhélie du 29 octobre est le moment critique. C'est à ce moment-là que 3i divisé par Atlas sera le plus actif, chauffé par le Soleil et caché à notre vue derrière le disque solaire. S'il doit faire quelque chose, c'est à ce moment-là qu'il le fera. Et nous ne le saurons pas avant sa réapparition en décembre. D'ici là, si des sondes ont été déployées, elles pourraient déjà être en route vers la Terre ou d'autres cibles. Le moment de se préparer, c'est maintenant, pas après les faits. Chapitre 5. 3 octobre, la rencontre avec Mars. Cette semaine, en ce moment même où vous m'écoutez, 3i divisé par Atlas s'approche de Mars. Dans quelques jours, peut être quelques heures, selon le moment où vous entendez ceci, l'objet passera à moins de 29 millions de kilomètres de la planète rouge. Cela peut sembler loin, mais en termes astronomiques, c'est incroyablement proche.
assez proche pour que les engins spatiaux en orbite autour de Mars puissent capturer des images avec un détail sans précédent. La caméra IRIS à bord du Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA est l'instrument clé. HiRISE signifie High Resolution Imaging Science Experiment. C'est l'une des caméras les plus puissantes jamais envoyées sur une autre planète. Conçue pour repérer des sites d'atterrissage pour les rovers martiens, elle peut résoudre des détails aussi petits qu'un mètre à la surface de Mars depuis son orbite. Mais le 3 octobre, IRIS ne sera pas pointée vers Mars. Elle sera pointée vers 3i divisé par Atlas. Et à une distance de 29 millions de kilomètres, elle atteindra une résolution de pixels d'environ 30 km. Cela signifie que chaque pixel de l'image représentera environ 30 km de la surface de l'objet. 30 km par pixel ne semble pas impressionnant comparé aux images rapprochées que nous obtenons de Mars où des rochers individuels sont visibles. Mais pour un objet interstellaire se déplaçant à 60 km par seconde, c'est révolutionnaire. Aucun engin spatial ne s'est jamais approché aussi près d'un visiteur interstellaire. Quand Oumuamua est passé en 2017, nous ne l'avons détecté qu'après qu'il ait déjà effectué son approche la plus proche du Soleil et qu'il était sur le départ. Nous avons obtenu des images floues depuis des télescopes terrestres, insuffisantes pour résoudre les détails de surface. 2i divisé par Borisov a été observé plus en détail, mais encore une fois, uniquement depuis des télescopes terrestres. La résolution était limitée. 3i divisé par Atlas est différent. Nous avons des engins spatiaux positionnés près de Mars et 3i divisé par Atlas passe juste à côté d'eux. Pour la première fois, nous obtiendrons une image résolue d'un objet interstellaire. Nous pourrons séparer le noyau du nuage de poussière environnant. Nous verrons la forme, les caractéristiques de surface, la distribution de la luminosité. S'il y a des structures à grande échelle à la surface, si l'objet n'est pas un simple bloc irrégulier de roches et de glace, IRIS devrait être en mesure de le détecter. Que cherchons-nous? Plusieurs choses. Premièrement, la taille. Les estimations actuelles pour le noyau de 3i divisé par Atlas vont d'environ un demi-kilomètre à 5 km de diamètre. C'est une énorme incertitude. IRIS réduira cette incertitude en mesurant la quantité de lumière solaire réfléchie par les pixels les plus brillants et en supposant une valeur raisonnable pour la réflectivité de la surface, appelée albédo. Les astronomes peuvent calculer la superficie du noyau. À partir de la superficie et d'une forme supposée, ils peuvent estimer le diamètre. S'il s'avère que le noyau se situe dans la partie supérieure de cette fourchette, 5 km ou plus, alors le problème de la masse devient aigu. Comme mentionné précédemment, trouver un objet interstellaire aussi grand si tôt dans notre recherche est statistiquement invraisemblable. Cela renforcerait l'argument selon lequel 3i divisé par Atlas n'est pas un rocher aléatoire, mais quelque chose de délibérément construit. Deuxièmement, la forme. Les comètes et astéroïdes naturels ont tendance à être de forme irrégulière, comme des pommes de terre, avec des surfaces cratérisées et un terrain accidenté. Ce sont des agglomérats de débris, des collections de fragments plus petits maintenus par la gravité, ou des blocs monolithiques de roches et de glace qui ont été martelés par des impacts pendant des milliards d'années. Si 3i divisé par Atlas a une forme très régulière, s'il est sphérique ou cylindrique, ou s'il a des surfaces plates et des arêtes vives, ce serait un signal d'alarme. Les objets artificiels ont des géométries que les objets naturels n'ont pas. Pensez à Oumuamua. Il a été décrit comme allongé, avec un rapport longueur divisé par largeur d'environ 10:1, comme un cigare ou une crêpe, selon l'interprétation que vous préfériez. Certains chercheurs ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'un fragment de planète déchiré par les forces de marée. D'autres ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'une voile solaire, une fine feuille réfléchissante utilisée pour la propulsion en réfléchissant la lumière du Soleil. Le débat n'a jamais été résolu car les images étaient trop floues. Nous ne pouvions pas voir assez de détails pour distinguer les possibilités. Avec 3i divisé par Atlas, nous pourrions enfin obtenir ces détails. Si les images de IRIS montrent une géométrie régulière, si l'objet a une symétrie que les processus naturels ne produisent pas, il sera impossible de l'ignorer. Troisièmement, le nuage de poussière. IRIS devrait être capable de voir comment la poussière est distribuée autour du noyau. Est-elle symétrique? Est-elle concentrée dans certaines directions? Montre-t-elle des jets ou des panaches émanant d'endroits spécifiques à la surface? Les comètes ont souvent des régions actives, des zones où la glace souterraine est exposée et où le dégazage se produit. Ces jets peuvent être très directionnels, produisant des panaches qui ressemblent à des geysers. Si le nuage de poussière autour de 3i divisé par Atlas montre une structure inhabituelle, s'il y a des panaches pointant dans des directions qui n'ont pas de sens pour un dégazage naturel, ce serait une autre anomalie à ajouter à la liste. Par exemple, s'il y a des jets pointant latéralement ou vers l'arrière par rapport au Soleil, cela suggérerait une manœuvre active plutôt qu'une sublimation passive.
Quatrièmement, des objets précurseurs. C'est spéculatif, mais important. Si 3i divisé par Atlas a libéré des sondes plus petites, et si ces sondes sont en avant de l'objet principal sur des trajectoires vers Mars, IRIS pourrait être en mesure de les détecter. Les télescopes terrestres ne peuvent pas résoudre des objets de moins de 100 mètres à la distance de Mars. Mais IRIS, depuis son point de vue en orbite martienne, peut détecter des objets beaucoup plus petits s'ils sont assez proches et assez réfléchissants. Avi Loeb a calculé que si 3i divisé par Atlas libérait une sonde qui parcourait environ 30 millions de kilomètres en avant et latéralement vers Mars, cette sonde pourrait intercepter Mars à peu près au même moment que l'approche la plus proche de l'objet principal. Une sonde se déplaçant à seulement quelques kilomètres divisé par rapport à 3i divisé par Atlas, pourrait couvrir cette distance dans les semaines ou les mois depuis que l'objet est devenu actif. IRIS verrait-elle une telle sonde? Peut-être. Cela dépend de la taille et de la réflectivité de la sonde, et si elle se trouve dans le champ de vision de IRIS au bon moment. Mais s'il y a une sonde et si nous la détectons, cela change tout. Cela confirme la technologie. Cela fait immédiatement passer 3i divisé par Atlas à un rang beaucoup plus élevé sur l'échelle de Loeb. Les orbiteurs Mars Express de l'ESA et ExoMars Trace Gas Orbiter observent également 3i divisé par Atlas pendant la rencontre. Mars Express transporte la caméra stéréo à haute résolution et plusieurs spectromètres. ExoMars possède le système d'imagerie de surface en couleur et en stéréo et le spectromètre Nomad. Ces instruments tenteront de mesurer le spectre de la lumière de 3i divisé par Atlas à la recherche de signatures moléculaires spécifiques dans la chevelure. Les spectromètres peuvent détecter des molécules comme l'eau, le dioxyde de carbone, le monoxyde de carbone, le méthane, l'ammoniac et divers composés organiques. En comparant le spectre observé depuis l'orbite de Mars avec les spectres observés depuis les télescopes terrestres et le JWST, les astronomes peuvent dresser un tableau plus complet de la composition chimique. S'il y a des molécules présentes qui n'avaient pas été détectées auparavant, ou si les ratios de molécules changent à mesure que l'objet se rapproche du Soleil, cette information est précieuse. Il faut noter que 3i divisé par Atlas sera relativement faible et éloigné, donc les images de Mars Express et d'ExoMars pourraient ne pas être spectaculaires. L'objet couvrira moins d'un pixel dans leur caméra, donc il ne faut pas s'attendre à des images de surface détaillées, mais les spectromètres pourraient tout de même recueillir des données utiles, surtout si la chevelure est assez brillante. Les observations sont prévues du 1er au 7 octobre, avec l'approche la plus proche le 3 octobre. Au moment où vous entendrez ceci, les observations auront être déjà eu lieu. Les données seront transmises des engins spatiaux à la Terre, traitées et analysées. Il faudra des jours ou des semaines pour que les résultats soient publiés. Mais quand ils le seront, nous en saurons plus sur 3i divisé par Atlas que maintenant. Nous aurons des données concrètes pour confirmer ou infirmer les anomalies. Si l'image de IRIS montre un noyau de 5 km de forme irrégulière avec une distribution de poussière normale, et si les spectres montrent une composition cométaire typique, alors l'hypothèse technologique prend un coup. Elle ne disparaît pas, car les anomalies de trajectoire et de masse demeurent, mais il devient plus difficile de soutenir que c'est artificiel si cela ressemble et se comporte comme une comète de près. D'un autre côté, si l'image de IRIS montre quelque chose d'inattendu, si la forme est trop régulière, s'il y a des structures qui ne devraient pas être là, si la distribution de la poussière est étrange, s'il y a le moindre signe de sonde précurseur, alors l'hypothèse technologique se renforce. Nous montons sur l'échelle de Loeb. La conversation passe de la spéculation à la considération sérieuse de ce qu'il faut faire ensuite. Et il y a un autre engin spatial qui pourrait observer 3i divisé par Atlas, bien qu'il soit plus loin et que la décision n'ait pas été prise. La sonde Juno de la NASA est actuellement en orbite autour de Jupiter. La mission principale de Juno est d'étudier l'atmosphère, le champ magnétique et la structure interne de Jupiter, mais sa mission approche de sa fin prévue. L'engin spatial a largement dépassé la durée de sa mission initiale et manque de carburant. En mars 2026, 3i divisé par Atlas passera relativement près de Jupiter, à environ 25 millions de kilomètres. Ce n'est pas aussi proche que la rencontre avec Mars, mais c'est encore assez proche pour que les instruments de Juno observent l'objet. Juno transporte des caméras, des spectromètres et un détecteur de particules. Il pourrait analyser la composition de la chevelure plus en détail, en mesurant les rapports isotopiques et les oligos, éléments difficiles à détecter depuis la Terre. Avi Loeb et d'autres ont plaidé pour la redirection de Juno afin d'intercepter 3i divisé par Atlas. Cela nécessiterait un changement de trajectoire, une poussée des moteurs de Juno pour la placer sur une trajectoire qui la rapprocherait de l'objet. La manœuvre devrait avoir lieu bientôt, mi-septembre ou début octobre, pour préparer la rencontre de Mars. Après la rencontre, Juno n'aurait plus assez de carburant pour retourner en orbite autour de Jupiter.
L'engin spatial serait sacrifié pour cette unique observation. La NASA ne s'est pas engagée à effectuer la manœuvre. La décision implique des compromis. Juno collecte encore des données précieuses sur Jupiter. Mettre fin prématurément à la mission pour chasser un objet interstellaire est un pari. Si 3i divisé par Atlas s'avère être une comète ennuyeuse, la communauté scientifique se demandera si cela valait la peine de sacrifier Juno. Mais si 3i divisé par Atlas est quelque chose d'extraordinaire, les données d'une rencontre rapprochée pourraient être inestimables. Les observations de Mars qui ont lieu en ce moment influenceront probablement la décision de la NASA. Si les données du 3 octobre montrent des anomalies significatives, l'argument en faveur de la redirection de Juno devient beaucoup plus fort. Si les données ne montrent rien d'inhabituel, la NASA maintiendra probablement Juno concentrée sur Jupiter. Quoi qu'il en soit, nous sommes sur le point d'en apprendre beaucoup plus sur ce à quoi nous avons affaire. Chapitre 6, 29 octobre. La disparition derrière le Soleil. 29 octobre 2025. Notez cette date. C'est le moment où 3i divisé par Atlas atteint son périhélie, son point le plus proche du Soleil. Pour toute comète, le périhélie est le moment le plus spectaculaire. La chaleur du Soleil s'intensifie. La glace se sublime à un rythme maximal. La chevelure s'illumine. La queue s'allonge. C'est le moment où les comètes offrent leur plus beau spectacle. Quand elles sont les plus visibles, les plus actives, les plus intéressantes à observer. Mais nous ne le verrons pas. Le 29 octobre, 3i divisé par Atlas sera du côté opposé du Soleil par rapport à la Terre. La géométrie des orbites place le Soleil directement entre nous et l'objet. Pendant plusieurs semaines avant et après le périhélie, 3i divisé par Atlas sera perdu dans l'éclat du Soleil, invisible pour tous les télescopes sur Terre et tous les engins spatiaux du système solaire interne. Ce n'est pas inhabituel. Les comètes passent souvent derrière le Soleil de notre point de vue. C'est frustrant pour les astronomes car il manque le pic d'activité. Mycella heavy. La mécanique orbitale ne se soucie pas de notre confort d'observation. Les objets vont là où la gravité les emmène. Sauf qu'avec 3i divisé par Atlas, le timing semble délibéré. Un objet qui a voyagé pendant des millions ou des milliards d'années. Un objet dont la trajectoire s'aligne avec le plan de l'écliptique à moins de 5 degrés. Un objet qui passe près de Mars, Vénus et Jupiter aux moments opportuns. Il se trouve également qu'il atteint son point le plus proche du Soleil au moment où il est parfaitement caché de la vue de la Terre. Une coïncidence de plus empilée sur toutes les autres. Si vous conceviez un vaisseau spatial et que vous vouliez faire quelque chose sans être observé, le périhélie derrière le Soleil est exactement le moment où vous le feriez. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Une manœuvre d'effet Hobart est l'un des moyens les plus efficaces de changer de vitesse dans l'espace. Le principe est simple. Lorsque vous êtes profondément dans un puits de gravité, en vous déplaçant rapidement, une petite poussée de vos moteurs produit un changement plus important de votre vitesse finale que la même poussée ne le ferait dans l'espace lointain. C'est comme pousser une balançoire au point le plus bas de son arc plutôt qu'au sommet. Le moment est crucial. Au périhélie, 3i divisé par Atlas sera à environ 4 unités astronomiques du Soleil, soit environ 210 millions de kilomètres. Il se déplacera à sa vitesse maximale par rapport au Soleil, environ 90 km par seconde à son point le plus proche. S'il allume ses moteurs à ce moment-là, même une poussée modeste, amplifiée par la mécanique orbitale, peut produire un changement de trajectoire significatif. Quelle poussée serait nécessaire pour atteindre la Terre? Loeb l'a calculé. Un changement de vitesse de 30 à 40 km par seconde appliqué au périhélie pourrait mettre 3i divisé par Atlas, ou des fragments éjectés de celui-ci, sur une trajectoire qui croise l'orbite de la Terre. La fenêtre d'arrivée serait fin décembre 2025 à début janvier 2026. 30 à 40 km par seconde, c'est beaucoup de delta V. Les engins spatiaux humains actuels utilisant des fusées chimiques ne peuvent pas atteindre cela. L'engin spatial le plus rapide que nous ayons jamais construit, la sonde solaire Parker, atteint des vitesses d'environ 190 km par seconde par rapport au Soleil. Mais c'est après de multiples assistances gravitationnelles de Vénus et des années d'accélération. Elle ne dispose pas de 30 km par seconde de delta V pour manœuvrer. Mais 3i divisé par Atlas n'est pas un engin spatial humain. S'il est artificiel, il a voyagé à travers l'espace interstellaire pendant très longtemps. Il dispose vraisemblablement de systèmes de propulsion au-delà de notre technologie actuelle. Moteur ionique, moteur nucléaire, propulsion à antimatière, quelque chose qui peut générer une poussée soutenue sur de longues périodes ou fournir des impulsions élevées si nécessaire. Détecterions-nous une telle manœuvre? Peut-être pas. Si la poussée est appliquée lorsque l'objet est derrière le Soleil, nous ne pouvons pas voir le panache d'échappement. Nous ne pouvons pas voir le changement de trajectoire en temps réel. Nous ne saurons s'il a manœuvré que lorsqu'il réapparaîtra en décembre et que nous recalculerons son orbite.
Si la nouvelle orbite diffère de l'orbite prédite, si l'objet n'est pas là où il devrait être selon la pure mécanique gravitationnelle, alors il a manœuvré. Le problème est que lorsque nous détecterons une manœuvre, il sera trop tard pour réagir. Si 3i divisé par Atlas, ou quelque chose qu'il libère, se dirige vers la Terre et que nous ne le découvrons qu'en décembre, nous n'avons que quelques semaines au mieux pour nous préparer. Il n'existe aucun système de défense planétaire capable d'intercepter un objet de 5 km se déplaçant à des vitesses interstellaires avec seulement quelques semaines d'avertissement. Même sa détection serait un défi. 3i divisé par Atlas est faible. Il n'est devenu visible pour nos télescopes qu'une fois qu'il s'est suffisamment approché et est devenu assez actif pour réfléchir une quantité significative de lumière solaire. S'il libère des sondes plus petites, des objets de quelques dizaines ou centaines de mètres de diamètre, elles seraient beaucoup plus difficiles à détecter. Nous pourrions ne pas les voir avant qu'elles ne soient très proches, être pas avant qu'elles n'entrent dans le système solaire interne ou même dans l'atmosphère terrestre. C'est pourquoi Loeb insiste sur la nécessité de la surveillance. Les observatoires du projet Galileo devraient surveiller le ciel fin décembre et début janvier à la recherche d'objets anormaux. Si quelque chose arrive, s'il y a des sondes ou des fragments en approche, la détection est la première étape vers toute forme de réponse. Mais quelle serait la réponse ? C'est la question inconfortable à laquelle personne ne veut répondre. Il n'existe aucun protocole établi pour gérer une technologie extraterrestre potentiellement hostile s'approchant de la Terre. Nous avons des protocoles pour les impacts d'astéroïdes. Nous avons des systèmes d'alerte précoce, des modèles de prédiction d'impact et des stratégies de déviation théorique. Mais cela concerne des objets naturels suivant des orbites prévisibles. Des objets que nous pouvons suivre pendant des années avant qu'ils ne constituent une menace. Un vaisseau spatial extraterrestre ou des sondes libérées par celui-ci ne suivraient pas ces règles. Ils pourraient manœuvrer de manière imprévisible. Ils pourraient accélérer ou décélérer. Ils pourraient changer de cap en plein vol. Toutes nos stratégies de déviation d'astéroïdes supposent que la cible est passive, qu'elle ne se défendra pas ou n'esquivera pas. Un adversaire intelligent change tout. Et il y a un autre scénario à considérer. Et si 3i divisé par Atlas ne manœuvrait pas vers la Terre, et s'il manœuvrait plutôt vers Jupiter, la trajectoire de 3i divisé par Atlas l'amène relativement près de Jupiter après le périhélie. Un changement de vitesse plus faible, de 10 à 15 km par seconde, pourrait le mettre sur une trajectoire qui l'amènerait beaucoup plus près de Jupiter que prévu actuellement. Assez près pour une observation détaillée de la géante gazeuse et de ses lunes. Assez près pour déployer des sondes dans l'atmosphère de Jupiter ou sur les surfaces d'Europe, de Ganymède ou de Callisto. Les lunes de Jupiter intéressent vivement les astrobiologistes. Europe, en particulier, avec son océan souterrain sous une croûte de glace, est considéré comme l'un des endroits les plus susceptibles d'abriter la vie dans le système solaire. Si une civilisation extraterrestre voulait enquêter sur le potentiel de vie dans notre système solaire, Europe serait en tête de liste. Une sonde envoyée sur Europe pourrait chercher la même chose que nous, des preuves de biologie, des microbes dans l'océan, des signatures chimiques de métabolisme. Si une telle vie existe, si 3i divisé par Atlas la détecte, que se passera-t-il ensuite ? Fera-t-il un rapport à celui qui l'a envoyé ? Collectera-t-il des échantillons ? Interférera-t-il avec l'écosystème, introduisant une contamination ou altérant l'environnement ? Nous ne connaissons pas les intentions. C'est le problème central. Une civilisation avancée capable d'envoyer des sondes à travers les distances interstellaires a des objectifs que nous pouvons à peine imaginer. Ils pourraient être des scientifiques, des explorateurs, cherchant la connaissance pour elles-mêmes. Ils pourraient être des collecteurs de ressources, cataloguant les planètes et les lunes pour une exploitation future. Ils pourraient être des exterminateurs, éliminant les concurrents potentiels avant qu'ils ne deviennent une menace. L'hypothèse de la forêt sombre suggère cette dernière option. Dans un univers où les civilisations luttent pour leur survie, révéler sa position ou ses capacités est dangereux. Si 3i divisé par Atlas est une sonde d'une telle civilisation, sa mission pourrait être la reconnaissance suivie de la neutralisation. Observer, évaluer et, si nécessaire, éliminer. Cela ressemble à de la science-fiction. Cela semble paranoïaque. Mais l'histoire montre que lorsque des civilisations technologiquement supérieures en rencontrent de moins avancées, les résultats sont souvent tragiques pour ces dernières. Nous n'avons aucune raison de supposer que ce schéma ne se vérifiera pas à l'échelle interstellaire. Loeb ne prétend pas savoir ce qu'est 3i divisé par Atlas, ni quel pourrait être son but. Il soutient simplement que nous ne devrions pas écarter la possibilité de la technologie sans une enquête approfondie. Et le passage au périhélie du 29 octobre est le moment clé. Si l'objet doit révéler sa nature, s'il doit faire quelque chose qui ne peut être expliqué comme un comportement naturel de comète, c'est à ce moment-là que cela se produira. Le défi est que nous ne le verrons pas se produire. Nous serons aveugles pendant la période critique.
Tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre qu'il réapparaisse fin novembre et début décembre, recalculer sa trajectoire et chercher des déviations. S'il a suivi la trajectoire prévue, s'il ne montre aucun signe de manœuvre, alors peut être que l'hypothèse technologique s'affaiblit. Mais s'il n'est pas là où il devrait être, si l'orbite a changé d'une manière qui nécessite une poussée, alors nous aurons notre réponse. Et c'est là que les vraies questions commenceront. Des questions sur ce que nous faisons. Des questions sur le fait de savoir si nous essayons de communiquer ou si nous nous préparons à nous défendre. Des questions sur la capacité de l'humanité à s'unir face à une menace extérieure, ou si nous nous fragmenterons en factions rivales se disputant sur la manière de réagir. Des questions que nous n'avons jamais eu à affronter sérieusement, car jusqu'à présent, la possibilité de visiteurs extraterrestres était théorique. 3i divisé par Atlas la rend réelle. Dans moins d'un mois, nous en saurons plus. Nous aurons les données du survol de Mars. Nous verrons comment l'objet se comporte à l'approche du Soleil. Et puis, après sa disparition derrière le disque solaire, nous attendrons. Nous observerons. Nous espérerons que lorsqu'il réapparaîtra, ce ne sera encore qu'une comète. Mais nous nous préparons à la possibilité que ce ne soit pas le cas. Chapitre 7. Les théories du complot qui explosent en ce moment. Quand quelque chose de mystérieux se produit, quand les explications officielles semblent incomplètes, Internet comble le vide avec des spéculations. 3i divisé par Atlas est devenu un paratonnerre pour les théories du complot. Et au cours des dernières 48 heures, le bruit s'est intensifié. Forums, réseaux sociaux, chaînes YouTube, tout le monde a une théorie sur ce qui se passe réellement. Certaines de ces théories sont des spéculations inoffensives. Des gens qui s'interrogent, posent des questions, relient des points qui ne sont peu, être pas réellement connectés. Mais certaines théories ont gagné du terrain, se propageant dans des communautés qui se méfient déjà des récits officiels. Et quelques-unes de ces théories touchent à quelque chose de dérangeant. La possibilité que des informations soient dissimulées, que l'on n'y nous dise pas toute l'histoire, qu'il se passe des choses en coulisses que le public ignore. Laissez-moi vous présenter ce que les gens disent, non pas parce que je soutiens ces théories, mais parce qu'elles révèlent quelque chose sur la façon dont nous traitons l'incertitude et la menace. La théorie du ralentissement. Au cours des dernières 72 heures, des affirmations sont apparues sur Reddit et d'autres plateformes suggérant que 3i divisé par Atlas décélère, que sa vitesse par rapport au Soleil diminue d'une manière qui ne peut s'expliquer par la seule gravité. Si cela était vrai, ce serait énorme. Les objets naturels ne ralentissent pas, sauf s'ils exercent une poussée dans le sens inverse de leur déplacement. Une comète peut accélérer légèrement en raison des jets de dégazage, mais ralentir nécessite d'allumer des moteurs à contre-courant, ce que les comètes ne font pas. Le problème est que ces affirmations ne sont pas bien sourcées. Les gens citent de vagues références à des observations ou à des données divulguées sans fournir de détails. Quand on essaie de remonter à la source originale, elle s'évapore. Cela ne signifie pas que les affirmations sont fausses, mais cela signifie qu'elles ne sont pas vérifiées. Et des affirmations non vérifiées dans une situation à enjeux élevés sont dangereuses, car elles peuvent provoquer la panique ou détourner l'attention. Ce que nous savons, c'est que l'article de Loeb a analysé la trajectoire jusqu'au 23 septembre et n'a trouvé aucune accélération non gravitationnelle mesurable. Si 3i divisé par Atlas ralentissait, cela apparaîtrait dans les données orbitales comme une déviation de la trajectoire prédite. Fin septembre, aucune déviation de ce type n'a été détectée. Cela n'exclut pas une manœuvre plus récente, mais cela suggère que si une décélération se produit, elle a commencé après la date limite des données. Ensuite, il y a la théorie des impulsions. Certaines personnes affirment que 3i divisé par Atlas émet des impulsions régulières d'énergie toutes les 17 minutes. Des intervalles de 17 minutes auraient été détectés par des radiotélescopes ou d'autres instruments, bien qu'aucune confirmation officielle n'ait été publiée. 17 minutes, c'est étrangement spécifique. Ce n'est pas un chiffre rond. Cela ne correspond à aucune période naturelle évidente comme un taux de rotation ou une résonance orbitale. Si les impulsions sont réelles, elles seraient difficiles à expliquer naturellement. Les pulsars émettent des impulsions régulières, mais les pulsars sont des étoiles à neutrons, et leur période se mesure en millisecondes à secondes, pas en minutes. Des impulsions de 17 minutes provenant d'un petit objet nécessiteraient une sorte de processus actif, un mécanisme qui s'allume et s'éteint avec une régularité précise. Cela pourrait être artificiel. Une balise peut être un signal indiquant la position ou le statut de l'objet, ou ce pourrait être une transmission de données. Des paquets d'informations envoyés à intervalles réguliers. Mais nous devons être prudents. La radioastronomie est difficile. Les interférences de sources humaines, de satellites, d'émetteurs terrestres peuvent créer de faux signaux qui semblent provenir de l'espace. Distinguer les vrais signaux extraterrestres du bruit terrestre nécessite une analyse rigoureuse. Le signal WOW était remarquable parce qu'il a passé tous les tests. Il avait les bonnes caractéristiques, la bonne durée, la bonne fréquence.
Les impulsions de 17 minutes, si elles existent, doivent être vérifiées par plusieurs observatoires indépendants avant que nous ne les prenions au sérieux. Une autre théorie qui circule concerne la transparence. Pourquoi y a-t-il si peu d'informations publiées sur 3i divisé par Atlas? La NASA et d'autres agences spatiales ont été relativement silencieuses. Il y a des déclarations officielles, des faits de base sur l'orbite et la composition, mais pas beaucoup de détails. Certaines personnes interprètent ce silence comme suspect, comme si des informations étaient délibérément retenues pour éviter la panique. Le contre-argument est simple. Les scientifiques sont prudents. Ils ne se précipitent pas pour publier des résultats avant que les données ne soient minutieusement analysées. L'évaluation par les pairs prend du temps. Les télescopes et les engins spatiaux collectent des données. Les données sont téléchargées, traitées, vérifiées pour les erreurs, analysées, rédigées dans des articles, soumises à des revues, examinées par d'autres scientifiques et finalement publiées. Ce processus peut prendre des semaines ou des mois. Les observations de Mars du 3 octobre viennent d'avoir lieu. Les données sont probablement encore en cours de traitement. Nous ne devrions pas nous attendre à des résultats instantanés, mais la perception du secret alimente la spéculation. Et à une époque où l'information se propage instantanément sur les réseaux sociaux, où les gens s'attendent à des mises à jour en temps réel, le rythme traditionnel de la publication scientifique semble lent. Il donne l'impression d'une dissimulation. Ensuite, il y a la question de Juno de la NASA. Pourquoi la NASA ne s'est-elle pas engagée à rediriger Juno pour intercepter 3i divisé par Atlas en Mars? La manœuvre est faisable. Juno est de toute façon en fin de mission. Le gain scientifique d'une rencontre rapprochée avec un objet interstellaire pourrait être énorme. Alors pourquoi cette hésitation? Certains suggèrent la bureaucratie. La NASA est une grande organisation avec des comités et des processus d'approbation. Changer le plan d'une mission, même pour un engin spatial en fin de vie, nécessite des autorisations à plusieurs niveaux. Cela prend du temps. D'autres suggèrent des préoccupations budgétaires. Rediriger Juno coûte de l'argent, et si la rencontre ne produit rien d'intéressant, quelqu'un devra justifier la dépense. Mais une interprétation plus sombre, populaire dans les cercles conspirationnistes, est que la NASA ne veut pas que Juno s'approche. Qu'ils savent quelque chose sur 3i divisé par Atlas qui rend une rencontre rapprochée risquée ou indésirable. Peut-être craignent-ils la contamination, que la sonde soit exposée à des risques biologiques ou chimiques inconnus. Peut-être craignent-ils que la sonde soit endommagée ou détruite par l'objet s'il est hostile. Ou peut-être craignent-ils ce que Juno pourrait découvrir. Des informations qui seraient difficiles à garder secrètes. Je veux être clair. Il n'y a aucune preuve que la NASA cache quoi que ce soit. L'explication plus simple, qu'ils sont prudents et suivent les procédures standards, est bien plus probable. Mais la perception compte. Quand les gens sentent qu'on ne leur dit pas la vérité, ils comblent les vides avec leurs propres récits. Et certains de ces récits sont troublants. On parle aussi de la théorie de la diversion des dossiers Epstein. Certaines personnes pensent que l'annonce de 3i divisé par Atlas et l'attention médiatique qui l'entoure ont été délibérément programmées pour détourner l'attention d'autres nouvelles, de scandales politiques, de problèmes économiques. Tout ce qui inquiète les gens, ils soupçonnent qu'une peur commode des extraterrestres est utilisée pour manipuler l'attention du public. Loeb a abordé ce point directement dans l'un de ses articles de blog. Il a souligné que 3i divisé par Atlas est un objet réel, observable par quiconque possède un télescope décent. Ce n'est pas une invention. Il existe dans l'espace, se déplace à une vitesse mesurable et peut être vérifié de manière indépendante. Ce n'est pas quelque chose que lui ou qui que ce soit d'autre peut simuler avec un laser spatial juif ou toute autre absurdité. L'objet est réel, la trajectoire est réelle, les anomalies sont réelles. Que ces anomalies indiquent une technologie extraterrestre est une question scientifique, pas politique. Mais les théories du complot prospèrent sur la méfiance, et la méfiance est abondante. Les gens qui ne font pas confiance au gouvernement, qui ne font pas confiance aux scientifiques, qui ont déjà été trompés, ne vont pas soudainement commencer à faire confiance aux déclarations officielles sur un objet interstellaire. Ils supposeront la tromperie, des agendas cachés, le pire. La théorie du canular gouvernemental va plus loin. Un groupe restreint mais bruyant affirme que 3i divisé par Atlas n'est pas réel du tout, que c'est une histoire fabriquée, une opération psychologique conçue pour préparer le public à une fausse invasion extraterrestre ou pour justifier une surveillance et un contrôle accru du gouvernement. Le projet Blue Beam, une vieille théorie du complot sur les invasions extraterrestres holographiques, a été ressuscité et appliqué à 3i divisé par Atlas. Cette théorie est facile à réfuter. De multiples observatoires indépendants à travers le monde ont détecté et suivi 3i divisé par Atlas. Des astronomes amateurs l'ont imagé. Si c'était faux, il faudrait un complot mondial impliquant des milliers de scientifiques et d'institutions dans des dizaines de pays. Ce niveau de coordination est invraisemblable.
Le rasoir d'Occam dit que l'explication la plus simple, que l'objet est réel, est la bonne. Mais pour les personnes déjà enclines à la méfiance, aucune preuve ne suffira. Elles prétendront que les images sont truquées, les données sont fabriquées, les scientifiques sont complices. Une fois que vous descendez dans ce terrier, il n'y a pas de retour en arrière avec la logique. Un autre thème est la préparation psychologique. L'idée que 3i divisé par Atlas, qu'il s'agisse ou non de technologie extraterrestre, est utilisée pour acclimater le public à la possibilité de la vie extraterrestre. Une divulgation par étapes. D'abord, nous trouvons des exoplanètes. Ensuite, nous détectons des biosignatures dans les atmosphères de ces planètes. Puis, un objet interstellaire apparaît avec des propriétés anormales. Chaque étape nous prépare pour la suivante, construisant vers une révélation éventuelle que nous ne sommes pas seuls. Certains s'en réjouissent. Ils y voient quelque chose de positif, une expansion de la compréhension humaine, une étape vers l'adhésion à une communauté galactique. D'autres en ont peur. Ils s'inquiètent des implications, des perturbations pour la religion et la philosophie, des menaces potentielles venant de civilisations avancées. Et planant au-dessus de tout cela, il y a une question simple. Si 95% de la population mondiale ne sait pas que 3i divisé par Atlas existe, est-ce parce que l'information n'est pas diffusée ou parce que la plupart des gens ne prêtent pas attention à l'actualité astronomique? Probablement la seconde option. L'actualité spatiale, à moins qu'elle n'implique des images spectaculaires ou des menaces immédiates, ne capte pas l'attention du grand public. Un objet interstellaire présentant des anomalies est fascinant pour les personnes qui suivent la science spatiale, mais pour le grand public, c'est abstrait. Cela pourrait changer rapidement si quelque chose de spectaculaire se produisait. Si 3i divisé par Atlas manœuvre, si des sondes sont détectées, s'il y a la moindre preuve confirmée de technologie, alors cela fera la une des journaux partout dans le monde. Et alors, les théories du complot exploseront de manière exponentielle, car soudain, les enjeux seront réels et tout le monde voudra des réponses. Chapitre 8. La guerre des scientifiques, le bain de sang académique. La science est censée être objective, dépourvue de passion. Suivre les données où qu'elles mènent. Tester les hypothèses avec rigueur. Accepter les résultats, qu'ils confirment ou contredisent vos attentes. C'est l'idéal, mais la science est faite par des êtres humains. Et les humains ont des égos, des réputations, des carrières. Lorsque quelqu'un remet en question le consensus et propose des idées qui menacent la pensée établie, la réaction peut être brutale. Avi Loeb en a fait l'expérience directe. Il n'est pas le premier scientifique à être ostracisé pour des idées non conventionnelles, et il ne sera pas le dernier. Mais l'intensité de la réaction contre lui, en particulier concernant Oumuamua et maintenant 3i divisé par Atlas, révèle quelque chose de dérangeant sur la manière dont la communauté scientifique gère les anomalies qui ne cadrent pas parfaitement avec les cadres existants. Commençons par la réponse de la NASA. Tom Statler, le scientifique principal de la NASA pour les petits corps du système solaire, a été interrogé sur les allégations selon lesquelles 3i divisé par Atlas pourrait être une technologie extraterrestre. Sa réponse fut empreinte de dédain. Il a déclaré aux journalistes que 3i divisé par Atlas ressemble à une comète, fait des choses de comète, et ressemble très fortement aux comètes que nous connaissons. Il a reconnu qu'il présente certaines propriétés intéressantes qui diffèrent des comètes du système solaire, mais a conclu que les preuves indiquent de manière écrasante qu'il s'agit d'un corps naturel. Cela semble raisonnable en surface. La plupart des objets anormaux s'avèrent être naturels une fois que nous les étudions en détail. Les affirmations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires. Et jusqu'à présent, les preuves que 3i divisé par Atlas soit artificiel sont circonstancielles. Mais remarquez ce que Statler n'a pas abordé. Il n'a pas expliqué le nickel sans fer. Il n'a pas expliqué les coïncidences d'alignement de trajectoire et de timing. Il n'a pas expliqué le problème de la masse ou l'antiqueux. Il a simplement dit que cela ressemble à une comète et en est resté là. C'est un schéma récurrent. Quand les scientifiques veulent rejeter une idée sans aborder les détails, ils se rabattent sur des généralités. Ça a l'air normal. Ça se comporte comme prévu. L'explication alternative est trop folle. Mais si vous examinez réellement les données, les détails ne soutiennent pas le simple récit de la comète. Les détails sont étranges, et l'étrangeté mérite une explication, pas d'être balayée d'un revers de main. Jason Wright, un astronome de l'Université d'État de Pennsylvanie, a été plus direct dans sa critique de l'aube. Wright tient un blog appelé Astro Wright, où il discute de sujets astronomiques et critique parfois des articles qu'il juge problématiques. Il a écrit plusieurs articles disséquant les arguments de Loeb sur 3i divisé par Atlas, et son ton était cinglant. Dans un article, Wright a accusé Loeb d'écarter les preuves qui contredisent son hypothèse. Plus précisément, Wright a souligné que les images de Hubble montrent clairement une chevelure autour de 3i divisé par Atlas, le nuage flou de gaz et de poussière typique des comètes. Loeb a reconnu la chevelure,
mais a soutenu que la distribution était inhabituelle, avec plus de luminosité à l'avant qu'à l'arrière. Wright a qualifié ce rejet de la chevelure de bien pire que de simplement ignorer les images. Wright a également reproché à Loeb de continuer à pousser l'hypothèse extraterrestre même après que les données spectroscopiques du JWST et du Very Large Telescope aient montré que 3i divisé par Atlas dégazent des molécules comme le dioxyde de carbone, l'eau et le cyanure. Pour Wright, la présence de ces molécules confirme qu'il s'agit d'une comète. Pourquoi un vaisseau spatial extraterrestre évacuerait-il de l'eau et du dioxyde de carbone? L'explication la plus simple est qu'il s'agit de glace en sublimation, pas d'un système de propulsion. Le contre-argument de Loeb est que la composition chimique est anormale. 95% de dioxyde de carbone, ce n'est pas normal. Le nickel sans fer, ce n'est pas normal. Ce n'est pas parce que l'objet perd des substances volatiles qu'il s'agit d'une comète naturelle. Il pourrait s'agir d'un vaisseau spatial avec une couche de surface de glace et de poussière accumulée lors de son voyage à travers l'espace interstellaire. Lorsque cette surface se réchauffe, elle dégaze, imitant l'activité cométaire tout en cachant le noyau technologique en dessous. Wright trouve cela peu convaincant. Selon lui, Loeb empile les hypothèses spéculatives pour préserver une théorie qui devrait être abandonnée. Wright a écrit que le comportement de Loeb lui rappelle celui des théoriciens du complot qui exigent que les autres prouvent qu'ils ont tort plutôt que de fournir des preuves positives de leurs affirmations. La charge de la preuve, soutient Wright, incombe à Loeb de montrer que 3i divisé par Atlas est artificiel et non à tout le monde de prouver qu'il est naturel. Steve Desch, un planétologue, est allé encore plus loin. Il a examiné l'un des articles de Loeb et l'a qualifié de travail bâclé, indigne d'un étudiant de premier cycle. Desch a littéralement noté l'article comme s'il s'agissait d'un devoir d'étudiant et lui a attribué une note éliminatoire. Il a critiqué la méthodologie, les hypothèses, les conclusions. Il a accusé Loeb de sélectionner les données qu'il arrange et d'ignorer les explications alternatives. Ce n'est pas un discours académique normal. L'évaluation par les pairs peut être dure, mais se moquer publiquement du travail d'un collègue, le comparer à des erreurs d'étudiants, franchit une ligne. Cela ne signale pas seulement un désaccord, mais du mépris, et cela soulève la question de savoir pourquoi la réaction est si intense. Si les idées de Loeb sont manifestement fausses, pourquoi ne pas simplement les ignorer? Pourquoi se donner tant de mal pour l'humilier publiquement? Une réponse est que les idées de Loeb attirent l'attention. Les médias couvrent ces déclarations. Le public trouve l'hypothèse extraterrestre excitante, et quand le public s'enthousiasme pour des idées que les scientifiques traditionnels considèrent comme marginales, ces scientifiques sentent qu'ils ont la responsabilité de réagir, de corriger les faits, d'empêcher la désinformation de se propager. Mais il y a une autre dynamique en jeu. Loeb est une figure éminente. Il a des références qui ne peuvent être facilement rejetées. C'est un professeur de Harvard, ancien directeur du département d'astronomie, largement publié, très cité. Ce n'est pas un excentrique opérant en marge. Il fait partie de l'establishment, ou du moins il en faisait partie. Et quand quelqu'un avec ce niveau de crédibilité commence à faire des affirmations qui remettent en question le consensus, cela menace la fonction de gardien que le milieu universitaire exerce. La science progresse lorsque de nouvelles idées sont testées et validées ou réfutées. Mais il y a aussi une force conservatrice dans la science, une résistance aux idées qui sont trop éloignées du courant dominant. Cette résistance a un but. Elle filtre le bruit, empêche chaque spéculation folle de consommer des ressources et de l'attention. Mais elle peut aussi étouffer l'innovation, retarder les changements de paradigme et punir les scientifiques qui prennent des risques. Les articles de Loeb sur 3i divisé par Atlas ont rencontré des obstacles inhabituels. Un article qu'il a écrit avec Eric Kvaalen, qui fournissait une explication physique à l'antiqueux observé dans les images de Hubble, a été refusé par l'éditeur d'une revue qui a déclaré que les résultats seraient d'un intérêt plutôt limité pour la communauté des chercheurs dans son ensemble. C'est une façon polie de dire « nous ne voulons pas publier ça ». Un autre article, celui sur l'absence d'accélération non gravitationnelle impliquant un objet anormalement massif, a été bloqué par les modérateurs d'Arxiv pendant plusieurs jours sans explication. Arxiv est un serveur de prépublication où les scientifiques déposent leurs articles avant l'évaluation par les pairs. Ce n'est pas censé être un mécanisme de filtrage. Les articles sont publiés rapidement avec une supervision éditoriale minimale. Mais dans ce cas, l'article a été retenu. Et lorsqu'il a finalement été publié, il n'y avait aucune explication pour le retard. Ces incidents pourraient être des coïncidences, ou ils pourraient refléter un effort coordonné pour ralentir la diffusion des idées de Loeb, pour donner aux scientifiques traditionnels le temps de préparer des contre-arguments, pour contrôler le récit avant qu'il ne devienne incontrôlable. Loeb lui-même a répondu directement aux critiques. Il soutient que la science devrait être une question de curiosité et d'ouverture d'esprit,
pas d'imposition d'une orthodoxie. Il souligne que les anomalies sont notre façon d'apprendre. Si nous rejetons chaque anomalie comme du bruit ou une erreur, nous manquons des occasions de découvrir quelque chose de nouveau. L'histoire des sciences est remplie d'exemples d'idées qui ont été ridiculisées au début et prouvées correctes plus tard. La dérive des continents, le Big Bang, les trous noirs, tous ont fait face à un scepticisme intense avant que les preuves ne deviennent accablantes. Loeb note également que ses détracteurs n'abordent souvent pas les détails de ces arguments. Ils disent que c'est une comète sans expliquer le nickel. Ils disent que la trajectoire est aléatoire, sans aborder les calculs de probabilité. Ils disent qu'ils spéculent sans reconnaître que ces spéculations sont fondées sur des données et la physique. Et il y a une dimension personnelle à cela. Certains des détracteurs de Loeb ont fait des remarques négatives sur lui en tant que personne, pas seulement sur ses idées. Ils ont remis en question ses motivations, suggéré qu'il cherche la publicité, l'ont accusé de nuire à la science en donnant de la crédibilité à des théories marginales. Un éditeur chargé de l'un de ses articles a fait des commentaires personnels négatifs en public. Et quand Loeb s'est plaint, le patron de l'éditeur a défendu ce comportement comme n'étant pas contraire à l'éthique. C'est le milieu universitaire qui se dévore lui-même. Quand un domaine se sent menacé par des idées non conventionnelles, la réponse peut être vicieuse. Les carrières sont bâties sur des réputations, et les réputations sont fragiles. Si vous êtes connu comme la personne qui a soutenu une idée folle qui s'est avérée fausse, cette tâche ne s'efface pas facilement. Alors les scientifiques se protègent en se distançant de tout ce qui sent le risque, et ils attaquent ceux qui ne jouent pas la sécurité. Mais si Loeb avait raison? Et si 3i divisé par Atlas était artificiel et que la communauté scientifique avait rejeté les preuves parce qu'elles étaient trop inconfortables, trop perturbatrices, trop en dehors de la fenêtre d'Overton des idées acceptables, le coût de cette erreur serait énorme. Nous aurions manqué une chance de nous préparer, d'étudier, de comprendre à quoi nous avons affaire. Et les historiens futurs se demanderaient comment nous avons pu être si aveugles. Chapitre 9. Et si nous avions tort, la tentative d'explication naturelle. Soyons justes envers les sceptiques. Présentons l'argument le plus solide en faveur du fait que 3i divisé par Atlas est un objet naturel, car cela reste l'explication la plus probable. Les affirmations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires. Et bien que les anomalies soient intrigantes, elles n'atteignent pas encore le niveau de la preuve. La science exige que nous considérions toutes les possibilités, et l'explication naturelle mérite d'être entendue en détail. Commençons par la composition chimique. 95% de dioxyde de carbone, 5% d'eau. Oui, c'est inhabituel pour une comète. Mais inhabituel n'est pas impossible. Les comètes se forment dans différentes régions des disques protoplanétaires, à différentes températures et pressions. Le ratio de substances volatiles dépend de l'endroit et du moment où la comète s'est formée. Une comète qui s'est formée plus loin de son étoile parente, dans une région plus froide, où la glace de dioxyde de carbone est plus stable que la glace d'eau, pourrait avoir une composition riche en dioxyde de carbone. L'hypothèse de la cuisson par les rayons cosmiques est également valable. 3i divisé par Atlas a voyagé à travers l'espace interstellaire pendant potentiellement des milliards d'années. Les rayons cosmiques sont implacables. Ils bombardent toute surface exposée à l'espace, brisant les liaisons chimiques, créant de nouvelles molécules, altérant la composition. La glace d'eau exposée aux rayons cosmiques peut être convertie en dioxyde de carbone et autres composés par radiolyse. Sur des millions d'années, la couche de surface pourrait devenir fortement traitée, dominée par le dioxyde de carbone, tandis que l'intérieur reste riche en eau. Le fait que la production de dioxyde de carbone augmente à mesure que la comète s'approche du Soleil pourrait simplement signifier que des couches plus profondes sont exposées à mesure que la surface s'érode. Ou cela pourrait signifier que des poches souterraines de glace de dioxyde de carbone sont chauffées et s'échappent par des fissures dans la croûte. Les comètes ne sont pas des objets uniformes. Elles ont des couches, des poches, des variations de composition. Le dégazage peut être complexe et dépendre du temps. Le nickel sans fer est plus difficile à expliquer naturellement, mais pas impossible. L'équipe du Very Large Telescope a suggéré le nickel carbonyle comme source possible. Le nickel carbonyle est une molécule formée lorsque le nickel réagit avec le monoxyde de carbone. Il est extrêmement volatile, se sublimant à de très basses températures. Si 3i divisé par Atlas contient du nickel carbonyle, peut être formé par une chimie exotique dans son système parent ou lors de son voyage à travers l'espace, cela expliquerait pourquoi le nickel est détecté sans fer. Le fer pourrait être présent mais enfermé dans des composés moins volatiles, oxyde de fer, sulfure de fer, silicate contenant du fer. Ces matériaux nécessitent des températures plus élevées pour se décomposer et libérer des atomes de fer. Si la température actuelle de 3i divisée par Atlas est assez élevée pour vaporiser le nickel carbonyle, mais pas assez pour libérer le fer de ces minéraux hôtes,
on verrait une émission de nickel sans émission de fer. À mesure que la comète se rapproche du Soleil et se réchauffe davantage, le fer pourrait commencer à apparaître dans le spectre. L'alignement de la trajectoire avec le plan de l'écliptique, une chance sur 500, semble improbable. Mais avec un échantillon suffisamment grand, des choses improbables se produisent. Si nous observons des centaines ou des milliers d'objets interstellaires dans les décennies à venir, nous devrions nous attendre à en voir quelques-uns qui sont bien alignés avec l'écliptique par pur hasard. 3i divisé par Atlas pourrait être ce cas 1 sur 500. Le timing qui l'amène près de Mars, Vénus et Jupiter, une chance sur 20 000, est plus difficile à écarter. Mais encore une fois, avec suffisamment d'objets, des configurations rares se produiront et il pourrait y avoir des effets de sélection que nous ne prenons pas en compte. Peut être que les objets interstellaires qui s'alignent avec l'écliptique et passent près des planètes sont plus susceptibles d'être détectés car ils s'approchent plus de la Terre et réfléchissent plus de lumière solaire. Si nos méthodes de détection sont biaisées en faveur de certaines configurations orbitales, les statistiques pourraient être trompeuses. Le problème de la masse, le fait que 3i divisé par Atlas soit beaucoup plus grand que les deux objets interstellaires précédents, pourrait refléter la diversité des populations interstellaires. Peut être que les petits objets comme Oumuamua et Borisov sont courants, mais que les grands objets comme 3i divisé par Atlas sont rares. Nous n'avons détecté que 3 objets interstellaires au total, un échantillon bien trop petit pour tirer des conclusions fermes sur les distributions de taille. Peut-être avons-nous simplement eu de la chance ou de la malchance, selon votre point de vue, d'en trouver un grand taux. L'antiqueux, la lueur frontale, peut s'expliquer par un dégazage asymétrique d'un noyau qui ne tourne pas. Si le noyau est en rotation synchrone ou tourne lentement, et si la majeure partie du dégazage se produit du côté tourné vers le Soleil, on obtient un panache qui se déploie vers l'avant. Ce panache diffuse la lumière du Soleil, créant la distribution de luminosité observée. L'absence d'une queue proéminente pourrait signifier que la production de poussière est plus faible que prévu ou que les grains de poussière sont plus gros et moins affectés par la pression de radiation, donc ils ne forment pas une longue queue traînante. Chaque anomalie a une explication naturelle potentielle. Les explications peuvent nécessiter d'invoquer des conditions rares, une chimie exotique ou des coups de chance statistiques, mais elles ne sont pas impossibles. Et face à 2 hypothèses, l'une nécessitant une physique et une chimie connues dans des circonstances inhabituelles, et l'autre nécessitant une technologie extraterrestre, le rasoir d'Occam nous dit de préférer l'explication la plus simple. L'explication la plus simple est que 3i divisé par Atlas est une comète. Une comète inhabituelle, oui, une comète ancienne, d'une autre partie de la galaxie, avec une composition et un comportement que nous n'avons jamais vus auparavant, mais tout de même une comète. Un objet naturel façonné par des milliards d'années d'évolution cosmique, pas une construction artificielle. C'est la position que la plupart des astronomes adoptent, et c'est une position raisonnable. Elle reconnaît les anomalies tout en maintenant que les affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires, et que la preuve, jusqu'à présent, n'est pas là. Nous avons des preuves circonstancielles, des motifs suggestifs, des coïncidences intrigantes, mais nous n'avons pas de preuves irréfutables. Nous n'avons pas de signes définitifs de structure, de propulsion ou de communication artificielle. Les observations prévues fin octobre et novembre fourniront plus de données. Les images de Iris depuis Mars, les spectres des orbiteurs de l'ESA, la surveillance lorsque l'objet passera son périhélie et réapparaîtra. Chaque nouvel ensemble de données renforcera ou affaiblira l'hypothèse naturelle. Si les données continuent de correspondre au modèle de la comète, si l'objet se comporte de manière prévisible, s'il n'y a pas d'autres anomalies, alors l'hypothèse technologique s'estompe. Mais si les données montrent quelque chose d'inattendu, si de nouvelles anomalies apparaissent, si l'objet fait quelque chose que les comètes ne font pas, alors nous devrons reconsidérer. Et c'est tout ce que demande Avi Loeb. Non pas que nous acceptions son hypothèse comme prouvée, mais que nous gardions l'esprit ouvert et que nous suivions les preuves. Il y a un juste milieu entre supposer que chaque anomalie est le fait d'extraterrestres et supposer qu'aucune anomalie ne pourrait jamais l'être. Ce juste milieu est une enquête minutieuse, sans préjugés. C'est dire « nous ne savons pas » et nous allons découvrir. C'est reconnaître que l'univers est plein de surprises et que parfois ces surprises remettent en question notre compréhension de manière profonde. Un argument que je trouve convaincant concerne l'âge de 3i divisé par Atlas. S'il provient du disque épais de la Voie lactée, comme le suggèrent sa vitesse et sa trajectoire, il pourrait avoir entre 7 et 11 milliards d'années. Plus vieux que le Soleil, plus vieux que la Terre, plus vieux que n'importe quel objet de notre système solaire, à l'exception peut être de quelques très anciens astéroïdes formés au tout premier jour. Un objet aussi ancien a été témoin de l'évolution de la galaxie. Il a vu des étoiles naître et mourir. Il a traversé des régions de rayonnement intense, des nuages moléculaires denses,
peut être même des rencontres rapprochées avec d'autres étoiles. Au cours de cette immense période, il a été façonné par des processus que nous pouvons à peine imaginer. Sa surface a été bombardée, érodée, altérée. Son intérieur a pu être subi des transitions de phase, des réactions chimiques, une restructuration. Quand on a affaire à quelque chose d'aussi ancien, on ne peut pas supposer qu'il se comportera comme les comètes de notre système solaire, qui ne sont que des nourrissons en comparaison, à 4-5 milliards d'années. La chimie pourrait être différente. La structure pourrait être différente. Tout pourrait être différent d'une manière que nous n'avons pas anticipée, parce que nous n'avons jamais étudié quelque chose d'aussi ancien provenant de l'extérieur de notre système solaire. Alors peut-être que les anomalies ne sont pas des signes de technologie. Peut-être sont-elles des signes d'un âge extrême et d'origine exotique. Peut-être que 3i divisé par Atlas nous apprend que l'univers est plus diversifié que nos modèles ne le prévoient, que les processus naturels peuvent produire des résultats que nous n'avions pas prédits. Peut-être que la leçon ici est l'humilité, la reconnaissance que notre compréhension des comètes et des objets interstellaires n'en est qu'à ses balbutiements. Ce serait une leçon précieuse. Elle élargirait nos connaissances. Elle ferait de nous de meilleurs scientifiques. Et elle ne nécessiterait pas de réécrire toute notre vision du monde, ni de faire face à la possibilité que nous soyons observés par des intelligences bien plus anciennes et plus avancées que nous. Chapitre 10. Le carrefour de l'humanité. Que se passera-t-il ensuite? Nous approchons d'un moment de clarté. Dans les semaines à venir, plusieurs engins spatiaux observeront 3i divisé par Atlas avec un détail sans précédent. Le survol de Mars le 3 octobre nous donnera nos premières images résolues. Le passage au périhélie le 29 octobre testera si l'objet se comporte comme une comète naturelle ou fait quelque chose d'inattendu. La réapparition fin novembre et en décembre révélera si sa trajectoire a changé. Chaque observation est un test, et chaque test confirmera ou remettra en question ce que nous pensons savoir. Entre le 2 et le 25 novembre, la sonde JUICE, Jupiter Icy Moons Explorer, de l'ESA, observera 3i divisé par Atlas à l'aide de plusieurs instruments. JUICE est actuellement en route vers Jupiter après un survol de la Terre et de Vénus pour des assistances gravitationnelles. Elle est dans une position parfaite pour observer 3i divisé par Atlas pendant l'une de ses phases les plus actives, peu après le périhélie, lorsque la comète devrait être à sa luminosité et son taux de dégazage maximaux. JUICE transporte des caméras, des spectromètres et un détecteur de particules. Les caméras captureront des images de la chevelure et de toute queue qui se développerait. Les spectromètres analyseront la composition du gaz et de la poussière, à la recherche de molécules qui auraient pu être manquées lors d'observations précédentes. Le détecteur de particules peut mesurer les ions et les particules chargées à proximité de la comète, fournissant des informations sur la manière dont le vent solaire interagit avec la matière dégazée. L'ESA affirme que JUICE aura probablement la meilleure vue de 3i divisé par Atlas dans un état très actif, car JUICE regarde la comète après le périhélie, lorsqu'elle a été chauffée au maximum par le Soleil. L'activité devrait être intense. S'il y a un moment où 3i divisé par Atlas révélera sa nature, c'est bien celui-ci. Les comètes actives perdent rapidement leur couche de surface, exposant de la matière fraîche en dessous. Toute structure cachée, tout composant technologique, deviendrait plus visible à mesure que les couches de déguisement de glace et de poussière s'érodent. Les données de JUICE ne seront pas disponibles immédiatement. L'ESA note que JUICE est actuellement du côté opposé du Soleil par rapport à la Terre, utilisant son antenne à gain élevé comme bouclier thermique. Elle communique via une antenne à gain moyen plus petite, à des débits de données réduits. L'ensemble complet des données des observations de novembre pourrait ne pas être téléchargé et traité avant février 2026. C'est dans des mois, mais quand il arrivera, il pourrait être décisif. Une coordination est également envisagée entre JUICE et la mission Europa Clipper de la NASA. Les deux engins spatiaux transportent des spectrographes ultraviolets, des instruments capables de détecter des atomes et des molécules par leur émission ultraviolette. Si les deux engins observent 3i divisé par Atlas simultanément depuis des positions différentes, ils peuvent trianguler la distribution des gaz dans la chevelure, construisant une carte tridimensionnelle du dégazage. Ce niveau de détail n'a jamais été atteint pour un objet interstellaire. Maintenant, permettez-moi d'aborder la question que tout le monde se pose. Devrions-nous tenter de communiquer avec 3i divisé par Atlas? Devrions-nous envoyer un signal, un message pour tenter d'établir le contact s'il est effectivement artificiel? Avi Loeb a écrit sur ce dilemme. Il souligne qu'il y a deux risques principaux à envoyer un message. Premièrement, nous ne connaissons pas les capacités ou les intentions de ceux qui pourraient écouter. Si 3i divisé par Atlas est une sonde d'une civilisation avancée, cette civilisation pourrait percevoir un message non sollicité comme une menace. Dans le cadre de la forêt sombre, se révéler est dangereux. Diffuser un signal disant
Nous sommes là, nous sommes intelligents, nous existons pourrait être interprété comme un défi ou une déclaration d'hostilité. La réponse pourrait être violente. Deuxièmement, même si les intentions ne sont pas hostiles, la communication pourrait être mal interprétée. Notre message pourrait transmettre quelque chose que nous n'avions pas l'intention de dire. Le langage, même mathématique ou pictural, est ancré dans un contexte et des hypothèses. Une intelligence extraterrestre avec une histoire évolutive complètement différente, des modalités sensorielles différentes, des structures cognitives différentes, pourrait mal comprendre ce que nous essayons de dire. Une salutation amicale pourrait être lue comme une insulte. Une offre de coopération pourrait être vue comme une soumission. D'un autre côté, si 3i divisé par Atlas est une sonde spécifiquement envoyée pour détecter la vie intelligente, elle pourrait attendre que nous répondions. Le signal WA, s'il venait vraiment de 3i divisé par Atlas, aurait pu être une invitation, un test pour voir si quelqu'un écoutait. En ne répondant pas, nous pourrions manquer une occasion de contact, d'apprentissage, d'accès à des connaissances bien au-delà de notre compréhension actuelle. Loeb suggère qu'avant d'envoyer un message, nous devrions observer, traiter cela comme un blind date, observer l'autre partie, essayer de comprendre son comportement, ses caractéristiques, ses intentions avant d'entamer une conversation. Si 3i divisé par Atlas manœuvre d'une manière qui suggère l'intelligence, s'il montre des signes de réactivité à l'observation, s'il fait quoi que ce soit qui indique une conscience de notre présence, alors nous pouvons envisager la communication. Mais se précipiter pour envoyer un message sans comprendre à quoi nous avons affaire est imprudent. Le message d'Arecibo, envoyé en 1974 vers l'amas globulaire Messier 13, était une communication à faible risque. L'amas est à 22 000 années-lumière. Même si quelqu'un reçoit le message et répond, le temps aller-retour est de 44 000 ans, nous ne sommes pas en danger de la part d'une civilisation aussi éloignée, du moins pas à l'échelle humaine. Mais 13 dividido por Atlas est ici. Il est dans notre système solaire. S'il peut recevoir et répondre, la réponse pourrait arriver en quelques mois. Cela change entièrement le calcul du risque. Nous devons réfléchir attentivement à ce que nous faisons et aux conséquences possibles. Il y a un autre scénario à considérer. Et si nous n'étions pas les premiers? Et si 3i divisé par Atlas communiquait avec autre chose dans le système solaire? Et s'il y avait d'autres sondes, des arrivées plus anciennes que nous n'avons pas détectées et qu'elles se coordonnaient? Le signal WO aurait pu être dirigé non pas vers la Terre, mais vers un autre récepteur ailleurs dans le système solaire. Nous aurions pu intercepter une transmission qui ne nous était jamais destinée, comme surprendre une conversation dans une langue que nous comprenons à peine. Si c'est vrai, alors la question n'est pas de savoir s'il faut communiquer, mais s'il faut révéler que nous avons intercepté le message. Et peut être que la meilleure stratégie est de rester silencieux, d'écouter, d'apprendre ce que nous pouvons sans annoncer notre présence. Le projet Galileo surveillera le ciel après le 29 octobre. Loeb a déclaré que le projet vérifiera une augmentation de l'activité des phénomènes anormaux non identifiés après le passage au périhélie. Si 3i divisé par Atlas est un vaisseau mère libérant des sondes, ces sondes pourraient devenir visibles en entrant dans l'atmosphère terrestre ou en manœuvrant dans l'espace proche de la Terre. Les observatoires Galileo sont spécifiquement conçus pour détecter et suivre de tels objets. La détection seule serait historique. Confirmer l'existence d'une technologie extraterrestre dans notre système solaire serait la découverte la plus importante de l'histoire de l'humanité. Elle répondrait à la question de savoir si nous sommes seuls. Elle prouverait que la vie intelligente existe ailleurs, qu'elle est capable de voyages interstellaires, qu'elle s'intéresse à notre système solaire pour des raisons que nous ne pouvons que deviner. Mais la détection n'est que le début. Après la détection vient la question de la réponse. Essayons-nous d'intercepter? Tentons-nous de communiquer? Préparons-nous des défenses? Alertons-nous le public ou gardons-nous cela secret? Ce sont des décisions qu'aucune personne, ni même aucun gouvernement, ne peut prendre. Elles nécessitent une coordination internationale, la contribution de scientifiques, d'éthiciens, de stratèges militaires, de philosophes, de représentants de toute l'humanité. Le problème est que nous n'avons pas un tel cadre en place. Il n'existe aucun organisme international ayant l'autorité de décider comment l'humanité répond à un contact extraterrestre. Les Nations Unies ont un comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique, mais il se concentre sur les traités concernant les satellites et les stations spatiales, pas sur les protocoles de rencontre avec une intelligence extraterrestre. Le SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, a proposé des directives sur ce qu'il faut faire si nous détectons un signal de l'espace. Mais ces directives supposent une détection par radiotélescope, pas un objet physique dans notre système solaire. Nous ne sommes pas préparés. Et cette impréparation signifie que si quelque chose se produit, la réponse sera chaotique, fragmentée, réactive plutôt que planifiée.
Différents pays poursuivront différentes stratégies. Certains voudront communiquer, d'autres se cacher, d'autres attaquer. Le résultat pourrait être la confusion, des occasions manquées ou une escalade des tensions que nous ne pouvons pas nous permettre. L'OB soutient que nous avons besoin d'une organisation, un organisme international chargé de surveiller les objets interstellaires et d'élaborer des protocoles de réponse. L'organisation évaluerait chaque objet sur l'échelle de l'OB, déterminant le niveau de préoccupation et la réponse appropriée. Les objets classés bas sur l'échelle, clairement naturels, ne nécessitent aucune action spéciale au-delà de l'observation scientifique. Les objets classés haut, technologie confirmée avec menace potentielle, nécessitent une réponse coordonnée, y compris une interception, une communication ou des mesures défensives possibles. L'observatoire verra C. Rubin, qui doit commencer sa pleine exploitation bientôt, découvrira des objets interstellaires à un rythme sans précédent. Actuellement, nous en trouvons peu, être un tous les quelques années. Avec Rubin, nous en trouverons des dizaines par an, peu, être des centaines. Chacun devra être évalué. Chacun pourrait être le visiteur qui change tout. Avoir un cadre en place avant la prochaine découverte est essentiel. Pensez à ce que les prochains mois pourraient apporter. Si 3i divisé par Atlas est naturel, nous aurons appris des choses sur les comètes anciennes d'autres systèmes stellaires, élargi notre compréhension de la formation et de l'évolution des systèmes planétaires, et affiné nos méthodes de détection pour les futurs visiteurs. Cela seul est précieux. Si 3i divisé par Atlas est technologique, nous aurons confirmé que nous ne sommes pas seuls, que des civilisations avancées existent, qu'elles explorent la galaxie et qu'elles ont atteint notre système solaire. Cette connaissance remodèlerait chaque aspect de la civilisation humaine, religion, philosophie, politique, science. Tout serait transformé par la prise de conscience que nous partageons l'univers avec d'autres. Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés et le temps presse. Nous y voilà donc, septembre laissant place à octobre, observant le ciel, attendant des réponses qui pourraient arriver dans des jours, des semaines ou des mois. 3i divisé par Atlas poursuit son voyage vers l'intérieur, emportant avec lui des questions que nous n'avons jamais eu à affronter sérieusement. Est-ce un messager d'un autre monde? Est-ce un éclaireur? Est-ce simplement un ancien vagabond? Une relique gelée nous apprenant que l'univers est plus étrange que nous l'imaginions? La beauté de ce moment, ce qui le rend supportable malgré l'incertitude, c'est que nous pouvons en être témoins ensemble. Chaque télescope pointé vers ce point lumineux mobile, chaque scientifique analysant les données, chaque personne écoutant ceci et se demandant ce que cela signifie. Nous faisons tous partie de la même histoire. Une histoire de curiosité, de recherche au-delà de ce que nous savons, d'assez de courage pour poser des questions même lorsque les réponses pourraient nous terrifier. Je pense à Jerry Eman en 1977, regardant ce relevé imprimé, voyant ces chiffres qui n'auraient pas dû être là, écrivant « Waouh » au stylo rouge parce que pouvait-il dire d'autre? Il ne savait pas ce qu'il avait trouvé. 48 ans plus tard, nous pourrions enfin comprendre. Ce signal n'était peu, être pas un mystère sans réponse. C'était peu, être une salutation, une main tendue à travers l'obscurité par quelque chose qui était déjà en chemin. Que 3i divisé par Atlas soit une comète ou un vaisseau, qu'il apporte la connaissance ou le danger, ou qu'il passe simplement en nous laissant dans l'interrogation, il nous a déjà donné quelque chose de précieux. Il nous a rappelé à quel point nous sommes petits, à quel point nous sommes nouveaux, à quel point nous ignorons tant de choses. Il nous a rappelé que l'univers ne se soucie pas de nos hypothèses, de nos modèles, de nos certitudes confortables. Il est simplement vaste, étrange et plein de choses que nous avons à peine commencé à comprendre. Les prochaines semaines apporteront des données, des images de Mars, des observations lorsque l'objet atteindra le Soleil, puis l'attente pendant qu'il disparaîtra derrière le disque solaire, et nous retiendrons notre souffle en espérant qu'il réapparaîtra là où nous l'attendons, se comportant comme nous le prévoyons, ou en espérant, peut-être, que non, qu'il se révélera, qu'il confirmera que nous ne sommes pas seuls. Quoi qu'il en soit, nous apprendrons. Et apprendre, cette quête de compréhension malgré la peur et l'incertitude, c'est ce qui nous rend humains. C'est ce qui nous pousse à construire des télescopes, à envoyer des engins spatiaux à travers le système solaire, à veiller tard pour analyser des données, à poser les questions qui n'ont pas de réponse facile. Merci d'avoir passé ces heures avec moi, à plonger dans ce mystère, à composer avec l'inconfort de ne pas savoir. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette exploration, si elle vous a fait réfléchir, vous interroger ou voir le ciel nocturne différemment, je vous serai reconnaissant d'aimer cette vidéo et de vous abonner. Cela aide plus de gens à trouver ces histoires. Et en ce moment, cette histoire est importante. Cette histoire pourrait être la plus importante que nous entendions jamais. Avant de vous laisser, le rappel habituel. Tout ce qui est partagé ici est basé sur des articles scientifiques publiés, des observations officielles et des déclarations publiques. J'ai présenté de multiples perspectives, de ceux qui voient des preuves de technologie à ceux qui plaident pour des explications naturelles.
Le but n'est pas de vous convaincre d'une réponse, mais de vous montrer les questions, de vous donner les informations pour que vous puissiez penser par vous-même. Je ne prétends pas savoir ce qu'est 3i divisé par Atlas. Personne ne le sait. Nous attendons tous les mêmes réponses. L'univers est plein de mystères. Certains sont beaux, certains sont terrifiants. Certains, comme 3i divisé par Atlas, pourraient être les deux. Alors qu'octobre se déroule et que les données arrivent, alors que nous observons, attendons et nous interrogeons, souvenez-vous que nous sommes témoins de quelque chose de rare. Un moment où le voile pourrait se lever, un moment où tout pourrait changer. Continuez de regarder vers le ciel. Restez curieux. Et où que vous soyez, quelle que soit l'heure à laquelle vous écoutez ceci, sachez que quelque part au-dessus de vous, se déplaçant dans l'obscurité à 60 km par seconde, un objet d'une autre étoile approche de son rendez-vous avec notre Soleil. Ce qui se passera ensuite, nous le découvrirons ensemble. Bonne nuit.